Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités ont frôlé la mort. Ils doivent leur salut au courage d'une personne. J'ai vraiment échappé à la mort. Je suis en vie aujourd'hui. Je revis. Voilà. Des héros du quotidien pour qui ce geste a aussi changé la vie. Dans des moments comme ça, on se découvre aussi. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Le 4 août 2015, Goulven a 16 ans. Avec ses amis, Maud et Céline, il se prépare à passer une agréable journée à la plage. Au moment où on va se baigner, on ne se sent pas en danger vu qu'il y a du monde dans l'eau. Même si ça souffle un peu, on n'a pas peur. Peu de temps après être rentré dans l'eau, le courant les emporte. Lionel aperçoit la scène et décide d'intervenir. Je les entends crier, je voyais qu'ils descendaient de plus en plus dans l'eau et là je me dis, il faut vraiment que tu arrives à temps, quoi. En mars dernier, Béatrice, 48 ans, est en plein travail lorsque soudain une collègue l'appelle. Un homme vient de faire un arrêt cardiaque sur le parking. Moi, je suis tranquillement installée à mon bureau donc Laurent vient très rapidement et demande à ma collègue « Est-ce qu'il y a un secouriste ici ?» Béatrice n'est ni secouriste ni médecin, mais elle n'hésite pas une seule seconde. Elle sait qu'elle a très peu de temps pour agir. Je m'aperçois qu'il est plus conscient, qu'il ne respire plus. Je demande à ce qu'on aille me chercher un défibrillateur. J'ouvre la valise et là, sur une fraction de seconde, je me dis « Oh, comment est-ce que ça se branche déjà ?» Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Les invités que je reçois aujourd'hui ont fait preuve de beaucoup de sang-froid pour sauver une vie, la vie d'un parfait inconnu. Jean-Lionel a volé au secours de 3 adolescents qui se noyaient en mer. Ils seront tous les 4 parmi nous pour nous raconter cet épisode si particulier. Quant à Béatrice, c'est son instinct qui l'a poussée à venir en aide à un homme qui faisait une crise cardiaque sous ses yeux. Cet homme est aujourd'hui en vie grâce à elle et il sera là dans un instant à ses côtés. Quelles ressources ces héros d'un jour ont-ils trouvé pour aller au bout de ces sauvetages? Quelles répercussions cet événement a-t-il eu sur leur vie et comment vont-ils aujourd'hui? Et surtout, quel lien les unit à ceux qu'ils ont sauvés? C'est ce qu'ils vont nous raconter tout de suite, des témoignages qui s'annoncent captivants et que j'avais très envie de partager avec vous aujourd'hui. Bonjour Frédéric, vous êtes Maud, Céline. Enchanté. Bonjour. Bonjour. C'est Jean-Lionel. Lionel pour les amis. Vous allez faire ça dans un instant, à tout de suite. Bonjour, Béatrice. Je suis content de vous rencontrer, Béatrice. Jean-Paul. Jean-Paul. Bonjour, enchanté, merci d'être là. Merci Mireille d'être ici. Je vous laisse poser vos affaires. Je suis impatient de connaître votre histoire. Une histoire enthousiasmante. Oui. Qui donne foi en quoi? En l'humanité. Foi en l'humanité? Carrément. Bah oui. On y va. Alors merci à vous d'être là, Béatrice et Lionel. C'est vrai que vous faites partie de ceux qu'on appelle des héros du quotidien, des héros anonymes, des gens qui ont sauvé des vies. Et je pense que je pèse mes mots, puisque les personnes qui sont là, peut-être, c'est vous qui allez me le dire, hein, ne seraient pas là sans vous. Et donc, effectivement, on va voir dans quelle situation vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour où vous avez sauvé des vies? Est-ce qu'on aurait pu faire la même chose? Est-ce que vous étiez des gens particuliers ou préparés? On verra. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu, Lionel, ce qui vous lie à ces 3 jeunes? C'est une histoire d'eau. Je les ai sauvés d'une noyade, oui. C'était dans des circonstances que vous allez nous raconter. Finalement, ce lien, vous l'appelez comment? C'est plus qu'un ami, c'est notre héros à nous 3 en fait. C'est vrai qu'on n'aurait pas été là s'il ne nous avait pas sauvés ce jour-là en fait. C'est quelque chose que vous pensez tous les 3? Oui. Ouais. Et si j'avais une image de cette scène pour vous, qu'est-ce que c'est celle que vous retenez de ce moment? C'est l'image de 3 qui n'étaient pas vraiment souriants à ce moment-là, quoi, qui étaient dans un autre état. Ouais. Bon,
Vous nous direz un petit peu comment ça s'est passé, tout ça. Est-ce qu'on peut savoir, Béatrice, finalement, à quel moment cet homme est rentré dans votre vie, Jean-Paul? Eh bien, en fait, Jean-Paul a fait un infarctus sur un parking et je suis venue à son secours. Et c'est quoi l'image qui vous vient quand vous repensez à cette scène, la scène... Quand je repense à cette scène, c'est que je revois Jean-Paul assis dans sa voiture. Je me penche tout de suite dans la voiture pour voir s'il est conscient ou pas. Et je m'aperçois qu'il est plus conscient, qu'il ne respire plus. Et donc, Jean-Paul, quand vous l'écoutez parler, et au fond, Béatrice, elle a une place particulière dans votre existence. Vous l'appelez comment? Ah oui, Béatrice, comme je lui ai dit souvent, c'est ma nouvelle mère. C'est-à-dire qu'elle vous a redonné la vie, ça? Ah oui, effectivement, parce que je suis mort en fin de compte. J'ai eu un arrêt cardiaque, donc un infarctus du myocarde. Je suis mort pendant plusieurs minutes. Mon cœur s'est arrêté et Béatrice m'a redonné vie l'année dernière. C'est drôle comme phrase, hein? C'est drôle comme phrase, Oui. dire je suis mort pendant quelques minutes. Enfin, c'est-à-dire Oui. que c'est pas rien. Et on verra que ça a eu des conséquences pour vous pendant plusieurs semaines. Ouais. Mireille, vous êtes psychologue clinicienne. Oui. Et donc, il y a une subtilité que vous aimez beaucoup, c'est que vous voyez Béatrice et Lionel comme des sauveteurs ou sauveurs? C'est vrai que dans Sauveur, il y a un côté ange gardien, il y a un côté de spiritualité. Et le mot sauveteur, dans la langue française, est relativement récent. Donc, auparavant, c'était vraiment sauveur, je disais. Et je ne sais pas si c'est important, finalement, dans l'histoire, de dire que vous êtes médecin, Oui, médecin homéopathe, oui. donc c'est quand même un métier d'aide. Oui, oui, surtout que maintenant je m'occupe surtout de soins de support en cancérologie, c'est-à-dire je m'occupe de patients qui vont vraiment pas très bien, hein, qui ont des difficultés. Et pour en revenir aux histoires de sauveteurs, quand je suis rentré, un des premiers patients que j'ai vu m'a dit « Vous en avez sauvé 3, j'aimerais être le 4e ». Donc il a utilisé le mot sauveur aussi, enfin sauver, sauveur. Alors, le 4 août 2015, Lionel, vous êtes en vacances à quel endroit? À Saint-Pabu, c'est une plage qui s'appelle Saint-Pabu, mais c'est la ville d'Erquy, entre Saint-Brieuc et Saint-Malo à peu près. Un endroit que vous connaissez bien. Oh oui, je vais en vacances là-bas depuis presque 50 ans. Donc vous êtes dans cette région et vous allez nager en général, vous êtes ce qu'on Tous appelle les un bon matins. nageur, vous nagez Voilà. beaucoup. Tous les matins, on fait 1 kilomètre en mer avec mon épouse. Sauf que ce jour-là, elle vous dit de ne pas y aller. Non, parce que la mer était trop démontée. Et la mer, en plus, était pleine sur les galets, donc on ne pouvait pas revenir à cause des vagues. J'aurais été projeté sur les galets. Elle me dit, ne va pas te baigner. Vous l'écoutez? Et oui, on écoute son épouse de temps en temps. Elle avait bien raison de me dire ça. Et je n'y vais pas. Donc ce matin-là, vous n'y allez pas? Non. Et pourtant, à 14h, vous décidez d'y aller quand même. Voilà, à 14h, je rentre de la gare où je vais chercher ma fille. Là aussi, ça a repoussé ma baignade, parce que je pensais y aller à midi. Et puis à 14h, juste avant de manger, je dis à mon épouse, je vais piquer une petite tête avant de manger. Il me dit, dépêche-toi, on va bientôt manger. Et Parce que la mer s'est calmée a priori pour vous? elle commençait à descendre, donc on pouvait en tout cas rentrer. Mais elle était toujours forte. Et donc, que vous allez vous baigner, c'est presque banal. Et qu'est-ce qui attire votre attention? Je me baigne, effectivement, et je décide de rentrer parce que je suis fatigué, j'en peux plus et j'ai froid. Et en rentrant, je tombe sur les jeunes qui étaient là et qui criaient. Alors, je ne me rends pas compte de l'endroit. Vous êtes où? Au large? Oui, on est à au moins à 150 mètres du bord parce qu'on est de l'autre côté des vagues. Hein. Les vagues, les brisants sont passés. C'était ça d'ailleurs le problème pour les jeunes, c'est qu'ils étaient de l'autre côté des vagues. Et donc, il y avait le ressac de la marée basse qui les emmenait au large, le vent qui les emmenait au large. Et puis la mer qui chahutait beaucoup. Donc, à quel moment ils rentrent dans votre vie? C'est-à-dire, vous les entendez, vous les voyez? Oui, je les entends d'abord. Je les entends crier « Au secours, je vais mourir ». On va mourir. Hein, c'était « On va mourir ». C'est vrai. Et je pensais que c'était bien sûr d'abord un jeu. Hein, et puis donc j'arrête de nager, je les regarde et là je vois Maud, je vois Céline, je vois qu'elles sont toutes pâles, qu'elles sont vraiment en détresse, quoi. Et vous êtes loin à ce moment-là? D'eux, non, je passe en plein milieu d'eux, c'est incroyable. Qu'est-ce que je fais là à ce moment-là? Je ne le saurais jamais, quoi. J'imagine que vous réfléchissez beaucoup là-dessus, les uns et les autres. Alors maintenant, si on se met de votre point de vue, ce jour-là, donc en parallèle, alors que voilà, la femme de Lionel lui dit de ne pas aller se baigner, en ce qui vous concerne, vous êtes en vacances dans un endroit que vous connaissez à ce moment-là? Oui. Ouais, moi j'y vais depuis que je suis petit aussi. Enfin, ça fait une dizaine d'années, donc je connais le coin, je connais la mer. J'ai eu l'habitude de me baigner, même quand il y avait tempête ou quand j'étais petit. Et à ce moment-là, vous ne vous sentez pas en danger quand vous y allez? Vous allez vous baigner? au moment où on va se baigner, non. On ne se sent pas en danger vu que la plage est remplie de monde. Il y a du monde dans l'eau. Même si ça souffle un peu, on n'a pas peur. Et là, vous êtes tous les trois, vous êtes amis, vous connaissez déjà depuis longtemps? Ouais. Oui. Et donc, vous décidez d'aller... encore une fois, souvent on s'amuse avec les vagues. Là, vous décidez d'aller derrière les vagues ou c'est justement le Non, courant non. qui vous tire? C'est les vagues qui nous ont emportés.
Les vagues se sont succédées, on s'est retrouvés la tête sous l'eau et au final, elles nous ont portés vers le large. Je me rappelle encore dire Hey, regarde, les vagues, elles nous emportent, mais en rigolant. Mais elles nous ont vraiment emportés et c'est à ce moment-là que on a tout de suite arrêté de rire. À quel moment justement on passe de... Parce que ça aussi c'est important pour tous ceux qui nous regardent, parce que finalement on a tous été confrontés à ces situations-là, on est en train de s'amuser, et à quel moment, assez rapidement, on percute que ça peut être, que c'est en train de partir en vrille? Quand on n'a plus pied. Oui, Ouais, c'est on quand a- Céline avait plus pied et qu'elle m'a dit Maud, j'ai plus pied. J'ai du mal à respirer, donc c'est à ce moment-là je suis allée la voir et je l'ai aidée à respirer. Comment on aide à respirer? Comment Elle m'a vous avez aidé? Moi, je Elle m'a l'ai soulevée et moi, j'étais donc sous l'eau à cause des vagues. Et du coup, moi, je préférais quand même la sauver que... Vous vous rappelez avoir eu cette sensation étrange Ouais. d'être dans quelque chose d'aide et en vous oubliant, c'est ça? Et vous, Goulven, à ce moment-là? Bah, moi, je suis un peu seul dans les vagues, vu que tout le monde se sépare. On était 8 à la base. Et il y en a 4 qui ont réussi à rentrer plus facilement grâce à l'aide d'un ami, Quentin, qui a ramené 3 personnes. De par sa grande taille, il a réussi à les ramener. Donc déjà, ça, c'est extraordinaire. Pardon. Donc ça veut dire que vous voyez vos amis en train d'essayer de sortir, et donc ça veut dire que vous essayez de sortir aussi de l'eau, Ouais. et vous vous voyez en train de ne pas y arriver. Oui, parce que moi, j'ai réussi à attraper son épaule, à Quentin, mais une vague m'est tombée dessus et m'a fait repartir directement. Et ainsi de suite, les vagues ont succédé. Et puis, À ce moment-là, on se dit quoi? bah, au début, on pense qu'on va y arriver, qu'on va pouvoir rentrer. Mais au bout d'un moment, de longues minutes passent et puis on se dit que c'est fini, qu'on part, quoi. Vous l'avez vraiment pensé? Oui, vraiment. Et donc, juste avant la rencontre, vous êtes tous les trois, vous êtes en mesure de vous parler, vous êtes dans une Oui. situation de survie, comment ça se passe en fait? Maud et moi, on était assez proches, du coup, on arrivait à se parler. Et Goulven était plus éloigné. Donc, c'était plus compliqué pour parler avec Goulven, mais on l'entendait qui criait à l'aide aussi. Ouais, moi, je me souviens de sa tête en train de me dire désolé les filles, je peux pas vous aider. Et du coup, Ouais, personne en fait on pouvait rien faire. Et quand vous dites à l'aide à ce moment-là, donc vous ne savez pas qui est Lionel à ce moment-là qui est en train d'arriver, donc vous criez en général, et vous espérez être entendu par ceux qui sont sur la plage, c'est ça? Bah, après, on est assez éloigné de la plage, donc on sait pas trop, on sait pas vraiment si on peut être entendu. Mais vu qu'il y avait des amis qui étaient rentrés déjà sur la plage, ils ont pu appeler de l'aide, aller voir au camping aussi. Donc là, votre objectif, c'est de tenir, en fait. Ouais. On pense qu'un bateau ou quelque chose comme ça va arriver, mais non, c'est le sauveur, l'ange gardien qui arrive. Alors justement, parce que là, on vient de voir vos récits en parallèle, et donc vous les voyez. Donc moi j'arrive à ce moment-là, effectivement. Je vois qu'ils étaient en train de partir et se pose la question, comment je fais? Alors je regarde autour, je vois des véliplanchistes, je vois des kitesurfs, je leur fais signe, je les appelle, ils passent à toute vitesse, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, du drame. Je cherche de l'aide, je vois pas d'autres nageurs, je cherche mon frère qui je savais qu'il se baignait pas très loin et qui est maître nageur. Il était déjà rentré, je le trouve pas non plus. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Moi, Parce que vous êtes conscient du courant à ce moment-là. Ah oui, et puis surtout conscient du danger. Et donc il fallait agir vite et donc là, improviser, faire quelque chose. Quoi essayer d'abord de sauver le plus en péril. Et plus en péril, je trouvais que c'était vraiment Maud et puis Céline qui étaient vraiment très très pâles, qui étaient très très angoissées. Donc je les ai agrippées l'une et l'autre et chacune par un bras. Toi, tu étais à ma gauche. Oui. Oui. Et Céline à ma droite. Et puis, je les ai fait un petit peu s'allonger. Je leur ai donné des consignes qu'elles ont suivies, mais impeccablement. Et puis est arrivée la première vague. La vague était trop forte, je me suis retrouvée éloignée de Lionel. Au moment où Lionel m'a récupérée pour la première fois, je me suis dit c'est bon, je suis sauvée. Et à partir du moment où il m'a lâchée, la première question c'est est-ce qu'il va réussir à me rattraper pour que je puisse m'en sortir? Parce que j'avais plus de force, donc ma seule chance c'était Lionel. Et puis la première vague, elle était costaud. Alors on se rend compte effectivement, parce que vous me disiez on est passé derrière les vagues à ce moment-là. Ouais. Mais j'ai réussi à les ramener jusqu'au brisant. D'accord. Et là, on s'est tout pris sur la tronche. La première, moi, mon masque, il a volé. Je sais plus où j'étais. Je savais plus où était le bas du haut. Enfin, et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une des filles qui m'a échappé. Et
Et là, on c'était se dit quoi à ce moment-là? Ah ben moi, pour moi, c'était un instant terrible, quoi. Il faut que je la retrouve. Et puis, pouf, elle apparaît juste devant moi. Elle fait son pas juste devant moi. Alors là, je l'ai attrapée, je l'ai plus lâchée après. Donc à ce moment-là, vous leur donnez des instructions pour vous aider? Oui, je leur dis, allongez-vous, hein, je crois que je vous ai dit quelque chose comme ça, allongez-vous, faites des... Il faut se laisser porter par les vagues. Voilà. Et puis après, il est arrivé tout de suite après, parce qu'il fallait que je la rattrape avant la deuxième vague, parce que je savais qu'il y en a une autre qui allait arriver derrière. Et donc à peine je l'ai attrapée, on s'est pris la vague suivante. Mais là, j'étais bien cramponné. Et donc vous arrivez jusqu'au bord à ce moment-là? Oui, à peu près, presque jusqu'au bord. Oui. Vous êtes soulagé, j'imagine que vous avez une pensée pour Goulven. Et vous devez y retourner? C'est-à-dire que sur le bord, tout le monde me dit, il y en a encore un. J'ai dit, oui, je sais. Ah, les gens vous le disent d'y aller? Les gens me disaient qu'il y en a encore un. On était deux, Lionel. Oui, heureusement, il y avait un deuxième garçon qui, par chance, nous a suivis en nageant. Quand j'ai ramené les filles, il a réussi à nous suivre. Et donc, moi, je le recroise en y retournant. Je recroise l'autre garçon qui me dit, il y en a encore un. Et puis, je vois donc qu'il n'y en aura plus qu'un seul garçon à ramener. Ce qui me soulageait aussi. Et vous, Goulven, donc, quand vous voyez, donc, effectivement, vous réalisez ce qui est en train de se passer, puisque du coup, il y a Lionel qui est en train de sauver vos deux amis. Vous vous retrouvez tout seul à ce moment-là. Ça doit être un moment particulièrement long, j'imagine. Ouais, c'est extrêmement long. Est-ce que vous luttez contre le courant? Oui, je lutte complètement parce que je me fais projeter sous l'eau. J'ai à peine le temps de sortir de l'eau que j'ai du mal à respirer vraiment. Même à un moment, j'ai vomi l'eau vraiment. C'est vraiment quelque chose de dur. Et donc on va parler de ça parce que finalement, on va parler de cette relation à la vie et à la mort, ce que ça a pu changer. Mais à ce moment-là, alors que vous êtes très jeune, vous pensez à la mort? Ouais, vraiment. Je me dis, il pourra pas revenir me chercher. Il a ramené déjà les filles. C'est pas possible. Puis moi, je pars. J'étais extrêmement loin, je trouvais. Donc, je pensais vraiment à tout, à la mort, à mes parents, à ma famille, tout ça. Je me disais que c'est pas possible de partir à cet âge-là, que j'avais vraiment quelque chose à faire sur Terre, vraiment. On verra ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui. C'est intéressant d'imaginer que ça a des conséquences. Oui, c'est pas possible de partir à cet âge-là, en fait. Mireille, vous avez un mot sur ce qu'on vient d'entendre, parce qu'effectivement, on va voir comment ça s'est passé ensuite pour que Lionel aille sauver Goulven. Mais d'abord, il y a la question du choix, que tous les sauveteurs, pour le coup, connaissent. Oui, donc qu'est-ce qui fait le choix? Vous l'avez bien expliqué, elles étaient plus pâles. Et puis, vous avez réagi aussi en médecin, là. Hein. Oui, et puis il y a l'inconscient collectif, les femmes et les enfants d'abord, il y a toutes ces choses-là. Tout à fait ça. Et vous avez dû vous dire qu'effectivement, les garçons étaient plus robustes, ils pouvaient rester peut-être un peu plus... Ça se passe très vite, c'est une fraction de seconde. Donc c'est intéressant, parce que c'est tout l'inconscient qui vient à ce moment-là. C'est pas forcément un choix conscient qu'on fait. Vous êtes conscient du danger, de la difficulté, vous mettez vous-même en danger, mais à ce moment-là, on n'y pense pas. Non. On n'y pense pas. Et donc, on va voir comment c'est passé en ce qui vous concerne. Béatrice, Oui. est-ce que ça vous parle? Parce que moi, ce sont deux histoires, deux êtres humains différents. Cette sensation de pouvoir agir, finalement, à ce moment-là, sur le destin de quelqu'un. Oui. Vous reconnaissez là-dedans? Oui, tout à fait. Je me reconnais bien dans l'inconscient de l'action, en fait. Voilà. Parce qu'on agit dans l'urgence. On agit dans l'urgence. Alors, donc, dans votre cas, vous travaillez, et comment vous savez qu'il y a quelqu'un en danger à ce moment-là? À quel moment ça rentre dans votre vie? En fait, moi, je suis tranquillement installée à mon bureau, à la mission locale jeune. Et donc, Laurent, qui est un partenaire avec qui on travaille, vient très rapidement à la mission locale et demande à ma collègue, est-ce qu'il y a un secouriste ici? Et en fait, les événements ont fait que la veille, j'étais sur un forum. Et sur ce forum, où on a accueilli énormément de monde, il y a une petite fille qui a fait un malaise. Donc j'ai dû appeler les pompiers. Bon, elle était consciente, tout s'est très très bien passé. Les pompiers sont arrivés, ils sont venus la chercher. Elle est repartie avec les pompiers. Et le matin, je relate cette histoire au collectif avec mes collègues. Et du coup, quand Laurent est venu chercher un secouriste, ma collègue à l'accueil s'est dit, il faut que j'aille voir Béatrice. Voilà. Donc elle pense à vous, sauf qu'en fait, vous, à ce moment-là, est-ce que vous êtes secouriste? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas secouriste. Par contre, j'ai la chance d'avoir un fils qui est infirmier, qui travaille en réanimation, qui est lui-même aussi secouriste et moniteur de secourisme. Et je me suis beaucoup intéressée à sa formation. Là aussi, c'était pas obligé. Que vous ayez un fils qui soit là-dedans et que vous suiviez sa formation, on va voir. C'est assez hallucinant d'imaginer que ça vous a servi.
Je suis sa formation et on en parle beaucoup à la maison. Et on parle aussi beaucoup à la maison de ce qu'il vit en tant que jeune infirmier. Il travaillait dans un premier temps dans une unité de soins intensifs, où il a dû mettre en pratique de la réanimation aussi. Donc il me parle de tout ça, lui, mais plus un peu comme un exutoire pour lui, plutôt que... Voilà. Donc dans tous nos échanges, je suis formée. Vous êtes spectatrice, mais vous n'êtes pas consciente que vous êtes en apprentissage. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc quand elle vous appelle, on vous dit quoi? Les mots que vous entendez les premiers, c'est quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un en danger? Il y a un monsieur qui a fait un malaise. Béatrice, est-ce que tu peux descendre? C'est fou quand ça vous tombe dessus, parce que c'est une responsabilité. Tout à fait. À ce moment-là, elle pense à vous, Oui. mais est-ce que vous vous dites, waouh, pourquoi moi? Parce qu'à ce moment-là, on peut se poser la question de la légitimité. Ouais. Alors la question de la légitimité, je me la suis posée après, mais sur le moment, je ne me suis posé aucune question. Mon réflexe a été de prendre mon téléphone, qui était posé sur mon bureau, et de descendre avec Laurent. Et là, pareil, des réflexes, je lui pose la question, mais Laurent, dis-moi, est-ce qu'il est conscient, ce monsieur? Je me souvenais que c'était la première question à poser. Est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il est inconscient? Ça venait de l'apprentissage de votre fille. Oui, ouais, Donc vraiment. on apprend en même temps là. Vraiment, vraiment. Et Laurence stoppe dans les escaliers une fraction de seconde et me dit mais je crois qu'il est mort. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai couru 2 fois plus vite. Et je suis arrivée donc sur le parking et j'ai trouvé Jean-Paul qui était assis dans sa voiture. Là, on est à l'extérieur ou dans un parking? On est à l'extérieur. C'est un parking Il y a du monde extérieur. Il y a beaucoup de monde autour. Les gens ne savaient pas quoi faire. Dans la conscience collective, j'ai quand même entendu « on ne touche pas tant que les secours ne sont pas arrivés ». Voilà. Donc ça, c'est un message que j'espère on arrivera à faire passer. Même si on est maladroit, même si on ne fait pas correctement, mais il faut agir. Voilà, c'est surtout ça le message. Et donc, donc là, vous n'écoutez pas cette injonction, ça, du vous tout, entendez. Du tout. Donc là, vous êtes en mode reptilien. Là, l'action. L'action. Donc je passe la tête dans la voiture, je lui attrape la main, je lui dis « Monsieur, est-ce que vous m'entendez ?» Et là, je m'aperçois très très vite qu'il ne respire plus, qu'il a le teint jaune, etc. Et là, c'est décuplé en moi une force aussi impressionnante, c'est que j'ai demandé au collectif autour de moi « Aidez-moi, il faut vite le sortir de la voiture, il faut le masser ». Donc là, j'ai eu besoin d'hommes parce que je ne pouvais pas, moi, toute seule, sortir Jean-Paul de la voiture. Et j'ai demandé à quelqu'un de me prêter sa veste pour lui mettre sous sa tête. Un monsieur, spontanément. Jean-Paul est allongé par terre. Je l'allonge. Je prends soin, et ça, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi. Jean-Paul écoute attentivement parce qu'évidemment, vous ne vous souvenez de rien. Aucun souvenir, je n'ai rien du tout. Donc, je suis les paroles de Béatrice. Ouais. Je prends soin de l'aligner. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vrai, quand on sort quelqu'un d'une voiture, il peut être toujours un petit peu travers. Je prends soin de bien l'aligner, de bien lui poser la tête. J'ai l'impression qu'en plus, ça ne vous demande aucun effort de mémoire. C'est-à-dire que vous vous rappelez de chaque instant. Ah, je peux voir, comme si c'était hier. On dit que 100% des souvenirs sont liés à une charge émotionnelle. Donc là, il n'y a que des charges émotionnelles. Oui. Vous vous rappelez de tous les détails. Pratiquement. Et donc, ensuite, je commence le massage cardiaque et je demande à ce qu'on aille me chercher un défibrillateur. Et il y a une personne qui est allée chercher le défibrillateur. Et alors, à ce moment-là, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un défibrillateur. Non. Vous savez parce que votre fils a fait une formation? Voilà. Alors, je le sais, pareil, dans cet inconscient de formation. Et puis surtout, c'est qu'il y a déjà quelques années, ça doit au moins faire 4-5 ans, il avait, dans le cadre de son bénévolat à la Croix-Rouge, fait une initiation à l'utilisation du défibrillateur, comme on peut faire dans les places de village, etc. Et comme c'était lui qui animait, j'ai eu plaisir à aller le voir. Donc 4 ans avant, sans savoir que ça vous servirait plus tard. Sans savoir que ça me servirait. Alors je me retourne vers le médecin, vous pouvez me rappeler ce que c'est un défibrillateur? Oui, bien sûr, c'est un appareil qui permet, par un choc électrique, d'essayer de relancer le cœur lorsque celui-ci est arrêté. Et ça peut être utilisé par quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit? Oui, c'est fait pour, justement. Les défibrillateurs aujourd'hui sont sécurisés pour que tout le monde puisse l'utiliser. Je voudrais quand même dire tout de suite que vous auriez fait un très bon médecin. Vraiment, vous dites ça? parce que tout ce qu'elle relate, c'est vraiment des réflexes médicaux. Merci. Ça vous touche? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que je crois que on se découvre aussi dans des moments comme ça. Voilà. Je savais pas que j'étais capable de faire ça. Et ça vous rend plutôt fier? Oui. Et ces larmes, ce sont des larmes de fierté alors? Ce sont des larmes d'émotion, oui, puis probablement de fierté aussi, parce que de recevoir des compliments, ça fait toujours plaisir.
Et Donc- puis surtout, avec toutes les questions que je me suis posées après, c'est vrai que la fierté, c'est pas un sentiment que j'ai ressenti tout de suite. Au contraire, j'ai ressenti beaucoup d'humilité et beaucoup de questions, voilà, pour Jean-Paul. Donc, vous êtes dans cette situation, vous Oui. avez les réflexes, vous êtes concentré, chaque seconde, vous demandez un défibrillateur. Oui. Mais alors, les défibrillateurs, du coup, parce que on verra que ça fait partie du combat que vous menez aujourd'hui, Oui. Mhm. mais normalement, ils sont où, les défibrillateurs? Alors justement, c'est ça, c'est que en fait cette personne est allée chercher ce défibrillateur dans une structure juste à côté du bâtiment. Il faut rappeler qu'il était midi moins 20, moins quart, qu'à un quart d'heure près la structure fermait à l'heure du midi et qu'à un quart d'heure près nous n'aurions pas eu de défibrillateur à notre disposition. Voilà. Ça c'est quand même très très important. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt quoi, dans des lieux publics? Aujourd'hui, ils sont plutôt dans les lieux publics, les Mairie. gymnases, les mairies, certains parkings. Donc à ce moment-là, vous demandez par réflexe, Oui. mais vous savez qu'il y en a un en face, non? Mais pas du tout. Absolument pas. Et je ne me pose même pas la question de... Pour moi, on devait m'en amener un. Voilà, c'était... voilà. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que quand vous le racontez, parce qu'il se trouve que vous êtes ici, donc nous, on a la fin de l'histoire, parce que Oui. Jean-Paul est là pour le raconter. Oui. Mais si on refait un flashback, à Oui. ce moment-là, il y a plein de gens, Oui. et vous prenez les choses en main. Oui, tout à fait. Ça, ce sont les propos de Laurent. Mhm. Laurent qui était donc venu me chercher à la mission locale et qui m'a soutenue aussi dans le massage cardiaque parce que c'est vrai qu'on s'est relayé. Je m'épuisais quand même assez rapidement et je savais que quand on s'épuisait, on était plus efficace et qu'il fallait changer. Alors, on vous ramène un défibrillateur. Ouais. Donc je demande à Laurent de prendre le relais parce qu'il fallait que le temps que j'ouvre la valise et je savais qu'il ne fallait pas arrêter de masser. J'ouvre la valise et là, sur une fraction de seconde, je me dis oh, comment est-ce que ça se branche déjà? Parce que franchement, on ne pense pas qu'on a le temps de lire un mode d'emploi. Non, du tout, du tout. Mais alors, par contre, Vous faites rire parce que vous êtes médecin, vous savez comment ça marche. Oui, mais c'est pas le moment de dire le mode d'emploi. non, ça, non, c'est non, sûr. non, non. Mais par contre, cet appareil est extrêmement bien fait parce que les dessins sont très grossiers, c'est très sobre en fait. Il y a 2 palettes, un bouton. Donc, on ne peut pas se poser la question quel bouton est-ce que c'est, etc. Sur les palettes, on a exactement le dessin du corps, donc avec l'endroit où on doit les poser. Alors dites-nous qu'on apprenne en même temps. Alors, on doit en poser une en bas, ici, et une ici, Mhm. contre la peau. Mhm. Voilà. Et donc là, vous le faites. Là, je le fais. Et à partir de ce moment-là, cet appareil est tellement bien fait qu'il nous guide. La voix est très audible. Il nous dit ce qu'on doit faire. L'appareil parle. L'appareil parle. Il nous dit d'arrêter le massage cardiaque. Il dit analyse en cours. En fonction de l'analyse qu'il fait, il nous guide. Écartez-vous de la victime. Et là, il nous dit choc dans. Et il décompte 5, 4, 3, 2, 1. Et là, l'appareil choque. C'est des images qui sont très impressionnantes. Pour moi, qui m'ont très impressionnée, oui. Et une fois que le choc est fait, l'appareil nous dit reprenez le massage cardiaque. Donc là, je reprends le massage cardiaque. Donc là, vous saviez faire un massage cardiaque. Je savais qu'il fallait masser. Est-ce que je l'ai fait dans les règles de l'art? Je ne sais pas, mais je savais qu'il fallait. Je savais où on le faisait en tout Mais alors, cas. je voudrais qu'on Voilà. pour apprendre, ça consiste en quoi le massage cardiaque? Déjà, la première chose que vous avez fait de formidable, c'est de mettre Jean-Paul sur un plan dur. Hein, il faut que sur un plan dur, dans une voiture, on ne peut pas masser. Hein. Ça se passe. On appuie sur le sternum D'accord. hein, et on appuie suffisamment fort, pas trop non plus, mais Jean-Paul est costaud, ça va. Il appuyait très fort. Voilà, parce qu'on peut casser bien sûr les côtes chez une personne âgée, mais chez Jean-Paul, c'était Quand vous dites bien. elle a appuyé fort, c'est une blague ou vous savez- Non, Non, c'est vrai, j'ai eu des côtes cassées. Ouais. Ah bah voilà. Ouais. Et vous saviez que c'était possible de casser les côtes? Oui. Alors, je le savais, j'ai été bien rassurée après, et on m'a bien expliqué après qu'un massage, pour qu'il soit efficace, on casse souvent les côtes aux gens, mais que tant La pis. phrase est bizarre. Mais oui. Pardon. Hein. Il vaut mieux Mais casser oui. 3 côtes que de. Il vaut mieux casser 3 que de côtes pas et faire un relancer le massage cœur, ouais. efficace, en Mhm. tout cas. J'ai pas trop pensé aux côtes, même si, de temps en temps, on a entendu crac-crac. Mhm. Voilà. Donc vous alternez le massage. Avec Laurent. Et puis voilà. le défibrillateur. Et le défibrillateur. Et du coup, à un moment donné, après le premier choc, le défibrillateur nous demande de reprendre le massage. Ensuite, il nous demande d'arrêter. Il fait une deuxième analyse. Et là, il rechoque une deuxième fois. Et quand on dit choc, en fait, j'essaie d'imaginer. Donc c'est une C'est une électrique. décharge. Donc le corps se soulève, ça dure peut-être 2 secondes et il redescend. Donc voilà, cette image, elle est quand même impressionnante. Et est-ce que vous avez la sensation que ça a de l'effet pendant ces Oui. minutes-là? Oui, alors moi, à ce moment-là, je me dis, si l'appareil choque, c'est qu'il devait sentir quelque chose. Et donc,
Je trouve que c'est bien. Je suis rassurée qu'il choque. Même si l'image est impressionnante, ça me rassure. Mais vous disiez, quand vous vous rencontrez Jean-Paul, il n'est pas en train de respirer. Non, Après ces massages et après ça, la respiration reprend ou pas spécialement? non. La respiration ne reprend pas. Et là, je me retourne vers un médecin, pardon. C'est possible Ouais. de ne pas respirer pendant combien de temps? Le moins longtemps possible, mais c'est plus important, si vous avez très bien fait, c'est plus important de masser que de faire du bouche à bouche. Parce que le massage en lui-même provoque un appel d'air aussi, hein, Ouais. donc ça permet quand même une ventilation. Ouais. Mais le plus important, c'est le massage. Mais parce que ça tombe bien que vous soyez médecin pour avoir des réponses, parce que quand même Jean-Paul dit, et ça a l'air presque d'être de la poésie, mais là visiblement c'est physiologique, il dit Oui. j'étais mort. Ouais. Donc pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a l'arrêt cardiaque, l'arrêt cérébral, enfin Oui, qu'est-ce qui définit? le cerveau, il tient quand même un certain temps sans oxygénation, heureusement. Mais là, ça veut dire quoi? Ce que le cœur s'est arrêté? Oui, effectivement, je pense que quand Jean-Paul dit qu'il était mort, c'est pas une vue de l'esprit. Mon cœur s'est arrêté. Oui. C'est spécial. Il est toujours aussi chaud. Hein. C'est spécial parce qu'évidemment, votre récit va reprendre au moment où vous revenez à vous. Et donc, vous êtes dans cette situation-là. Oui, Vous sentez, c'est l'instinct, il y a un côté instinctif, Oui. d'urgence. oui. Euh, Je pense beaucoup à mon fils. Je me disais, s'il était là, qu'est-ce qu'il me dirait? Voilà. Et il avait travaillé la nuit, donc je savais qu'il était en train de dormir. Autrement, je l'aurais appelé en direct pour qu'il me guide. Vous voulez pas le réveiller? Oui, je ne veux pas le réveiller. Vous êtes en train de sauver une vie. Vous dites qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Mais c'est étrange, non? Ouais. C'est évidemment pas un jugement. Mais je Les vous en secours prie. arrivent, c'est quoi? Ce sont les pompiers? Les pompiers sont arrivés peut-être 20 secondes, ou enfin même pas une minute avant le médecin. Mhm. Par contre, quand les pompiers arrivent, ils se rendent tout de suite compte que le cœur de Jean-Paul est reparti. J'avais pas compris tous les bienfaits de toutes mes actions, je ne les avais pas comprises à ce moment-là. Et par contre, ensuite, le médecin arrive et là, il est dans une action très, très, très rapide. Et il intube Jean-Paul pour mettre en place une ventilation artificielle. Voilà. Donc pour vous, à cet instant précis, Ouais. il est sauvé ou vous ne savez pas? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Parce que quand on dit le cœur est reparti, Ouais. ça ne veut pas forcément dire il est sauvé? Ben, ça veut dire que d'une part, le cœur peut de nouveau s'arrêter de nouveau. Hein, et puis, il peut y avoir aussi une mort cérébrale, il peut y avoir des tas de choses qui font que Jean-Paul ne serait pas de nouveau avec nous et de nouveau en vie. Hein. Et vous êtes consciente de ça, que c'est pas gagné? Bien sûr. Et j'ai très peur. J'ai très, très, très peur. Parce Comme que les minutes qui suivent, c'est quoi? Finalement, parce qu'il est pris en charge, et on verra effectivement l'autre côté du récit. Oui. Et donc, du coup, vous vous retrouvez, il y a un moment d'urgence, plein de monde, Ouais. et puis il doit y avoir une sorte de... il y a l'abandon. Moi, j'ai ressenti un sentiment très, très, très fort d'abandon. Une fois que Jean-Paul était parti avec l'ambulance, etc., avec Laurent, on s'est retrouvés tous les deux sur le parking. Donc, avec beaucoup de pudeur, on ne s'est pas tombé dans les bras, mais moi, j'aurais eu besoin à ce moment-là d'être enveloppée parce que j'ai vraiment eu très peur. Avec la responsabilité. Au fond, Oui. ce qui est bouleversant, c'est de savoir que vous, en tant qu'être humain, Oui. vous avez la responsabilité d'une Oui. autre vie. Oui, je me sentais cette obligation de résultat et cette obligation de le protéger. Tant et si bien que quand le médecin intervenait, en fait, l'infirmière a tout de suite posé la perfusion. C'est moi qui tenais la perfusion. Donc, du coup, quand ils l'ont mis sur le brancard pour le mettre dans le camion des pompiers, je l'ai suivi et j'arrivais pas à le lâcher. J'arrivais pas à partir. Je pouvais pas partir avec lui, bien évidemment, mais je lui tenais le bas de son pantalon. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que vous étiez responsable à 100% Oui, de sa vie à un moment donné, et donc ça doit être bizarre de passer de ça à rien. à rien, à rien. Et après, toutes les voitures s'en vont, tout le monde s'en va, et moi, je me suis retrouvée toute seule sur le parking. Vous diriez aujourd'hui dans quel état? Choqué? Choquée, oui. Et ensuite, toutes les questions sur ma légitimité. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Est-ce que je lui ai pas fait plus de mal? Donc une responsabilité et Oui. une culpabilité latente. Exactement, ouais, vraiment, vraiment. Mireille, vous comprenez cette situation-là, à ce moment-là? Oui, ce qui montre bien que chacun est différent. Hein. Quand on entend de l'extérieur, on dit oh, bah mince, quand même, d'avoir fait un truc pareil, elle devrait être fière. Mais c'est tellement extraordinaire
que après, il y a effectivement très souvent cette sensation de vide, d'épuisement aussi, aussi bien physique qu'émotionnel. Émotionnel. Mhm. Alors, on va voir effectivement qu'il y a eu une sorte de traumatisme pendant C'est plusieurs semaines. exactement ça. Oui. Jean-Paul, vous vous rappelez de votre réveil? Oui, un petit peu. C'est quoi oui. les premières images? Si. Premières images, c'est un infirmier qui était là, qui me rasait. J'avais mal à la peau, ça me brûlait de partout. Le rasoir faisait un bruit, mais énorme. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Et là, à ce moment-là, vous ne comprenez rien. Rien. Puisque au moment où vous avez perdu connaissance et jusqu'à ce moment-là, rien. une semaine après, une semaine de coma, vous ne comprenez rien. Donc chaque information que vous allez avoir va vous donner petit à petit la réalité de ce que vous êtes en train de vivre. Tout à fait. On m'a rapporté tout ce qui s'est arrivé. Je n'ai aucun souvenir. Donc qui vous explique en premier? C'est l'infirmier? Ce sont des souvenirs vagues quand même. Je sais que je me réveille. Mes filles étaient là. Et c'est elles qui m'ont expliqué en premier. Ils disent quoi? Mais voilà ce qui est arrivé, papa, voilà, tu as eu un infarctus, on t'a mis un stent, voilà, bon, maintenant tout va aller bien. Voilà. Mhm. Mais j'ai pas de souvenir, vraiment, ça revient tout doucement, c'est très flou. Et par où je me réveille, où suis-je? Et on se dit, en fin de compte, oui, au bout de, je sais pas, 1 heure ou 2, mais j'ai vraiment échappé à la mort. Je suis en vie aujourd'hui. Je vis, je revis, voilà. Ça, c'est beau après. C'est magnifique. Il y a un avant, un après pour vous? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On pleure beaucoup. L'émotion. Ouais. Ce qui est émouvant, c'est quoi? C'est cette espèce d'idée que ça tient un fil? C'est interne, je sais pas. C'est tellement fort, tellement dur, c'est tellement. Mais je ne sais pas qui m'a sauvé à ce moment-là encore. Ça, je ne le sais pas. Je le sais qu'après, donc c'est le médecin du SMUR, le docteur Prieur, qui est venu voir à l'hôpital également, et qui m'a dit un jour, ben voilà, si vous pouviez appeler Béatrice, je vous donne son numéro. C'est comme ça que Béatrice, je l'ai appelée. Ben, je suis content de t'entendre et tout, de vous entendre, parce que vous voyez à l'époque. Si je peux, je viendrai vous voir. Donc quand elle arrive dans la porte de la chambre, dans la porte, je suis là, c'est Béatrice, voilà, mon sauveur en même temps, mais surtout pour moi, mon sauveur. Et avant ce rendez-vous, vous avez eu des nouvelles? J'imagine que... Oui. Mais qui vous en avait donné du coup? Alors, moi, le jour même, j'étais dans un état, j'étais pleine de questions. Et surtout, après son départ à l'hôpital de Chambéry, je ne savais pas. Et j'avais besoin d'avoir des nouvelles. Donc, du coup, sur les conseils de Guillaume, de mon fils, j'ai téléphoné à l'hôpital d'Albertville et je demande à parler au médecin qui est intervenu à Albertville sur ce secours. Et là, il me dit, écoutez, on l'a transporté à l'hôpital de Chambéry, il est en réanimation. Vous êtes au courant à ce moment-là qu'il est dans le coma, il est plongé dans le coma? Voilà, je sais qu'il est dans le coma, qu'il est en service de réanimation et que s'il est là, c'est qu'il y a de l'espoir. Voilà. Bon, vous nous direz tout à l'heure comment ça se passe, comment vous vous préparez à cette rencontre qui est très étrange. Et surtout, vous avez eu un sang-froid extraordinaire pendant ce moment-là. Et vous avez découvert, parce qu'on se découvre dans ces situations extrêmes, vous avez découvert, et on va en parler avec Mireille, les conséquences. Oui. Il y a eu des tremblements pendant plusieurs semaines. Plusieurs semaines, oui. On va en parler. Alors, Goulven, je me suis permis de vous laisser en mer, parce que vous êtes là, hein. Parce qu'on a quand même interrompu le récit au moment où, effectivement, Lionel, Maud et Céline, vous avez réussi à les sortir. Il y a encore des vagues. Vous savez qu'il est ballon point et vous dites il faut que j'y aille. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Vous dites pas c'est dangereux. J'ai surtout conscience que c'est extrêmement grave parce que moi je savais que s'il coulait, je le retrouverais pas parce que la Manche c'est pas la Méditerranée. Hein. La Manche c'est très très sombre, surtout en partant de tempête. On ne voit rien. Et il y avait 2,50 m, 3 mètres de fond à cet endroit-là. Il aurait coulé, je ne pouvais pas le trouver. Et moi, je voyais, plus je me rapprochais, plus je voyais sa petite tête brune qui descendait dans l'eau. Je voyais qu'il descendait de plus en plus dans l'eau. Et là, je me dis, il faut vraiment que tu arrives à temps, quoi. Donc là, j'y suis allé. Hein. Et là, à ce moment-là, vous voyez son visage. Il y a un moment, alors que vous êtes très jeune, à ce moment-là, vous avez quoi, 18 ans? Non, j'avais 16 ans. 16 ans. Et est-ce qu'il y a un moment de désespoir? Oui. Au bout d'un moment, vraiment, j'ai eu un moment d'acceptation. Je me suis dit, ça y est, ça doit être mon heure. Je vais me laisser partir. De toute façon, j'ai plus de force.
Je peux plus nager. Et Céline et Maud, à ce moment-là, justement pendant ces instants-là qu'on est en train de décrire, vous êtes sur la plage et vous réalisez ce qui est en train de se passer ou vous êtes complètement sonné? Moi, j'étais paniquée, je me suis mise à courir sur la plage et je me suis effondrée en pleurs sur le sable. Et j'étais, faut retrouver Goulven, faut retrouver Goulven. Mais j'étais dans un état Choqué. choqué et paniqué. J'étais complètement déboussolée. Céline, vous vous rappelez de ces minutes-là? Moi, quand je suis sortie de l'eau, je suis partie directement courir parce qu'il y avait une personne qui était déjà partie appeler du secours à l'accueil du camping. Moi, je suis partie les rejoindre et leur dire il reste encore Goulven dans l'eau, faut appeler les secours, faut le sauver. Donc, ce qui va se passer, c'est que, je vous disais tout à l'heure, vous allez donc vers lui, parce qu'on a essayé de suspendre comme ça ces quelques secondes. En vérité, il n'y a pas de réflexion. Vous luttez contre les vagues. Je me souviens avoir été vraiment au bout du bout, quoi. Au niveau De la fatigue physique. Oui. Et juste quand j'arrive sur Goulven, je réalise que là, j'en peux plus. et je me suis dit, si jamais il m'accroche, je pourrais pas le ramener. Et là, j'ai cette image de mon père qui nous disait, comme ça, le midi, il nous racontait ses sauvetages. Votre père était sauveteur. Oui. En mer. Oui. Et il nous disait, si tu arrives sur un noyé, il faut jamais le prendre de face. Il faut toujours que tu passes derrière et que tu le prennes par derrière pour pas qu'il t'agrippe. Pour pas qu'il s'agrippe par instinct. Et moi, j'avais plus la force de le prendre par derrière, comme on apprend en natation, on apprend avec les mannequins dans l'eau à ramener les mannequins. Ça, j'avais fait ça dans ma jeunesse. J'avais plus la force pour ça. Donc je me dis, comment je vais faire avec Goulven? Et là, je me mets sur le côté et je l'attrape par le bras, je le regarde et je lui dis, t'es sauvé. Fais ce que je te dis. Surtout, ne t'agrippe pas. Ah, je t'ai dit ça? Ouais. C'est fascinant parce que ça dure une fraction de seconde, mais chaque mot est important. Vraiment, je me rappelle. Et vous rappelez de tous les mots. Et Ouais. donc, vous êtes en mesure de suivre l'instruction? Oui, bah oui, Alors, il m'a dit exactement ça. J'entends encore sa voix là quand il dit oui. Il m'a dit oui. Tout ce qu'il me disait, c'était oui. Hein. Ouais, Ça veut dire quoi? Je fais ce que vous voulez. Je savais qu'il avait ramené les filles, donc je savais qu'au fond de moi, qu'il pouvait me ramener moi. Donc Il vous avait ramené êtes deux personnes. passé de l'acceptation à l'espoir à nouveau. Là, ça y est, c'est la vie qui revient, en fait. C'est incroyable. Pour vous, ça revient, sauf que pour vous, vous dites il y a encore tout le trajet. Oui, j'ai surtout la sécurité au moment de voir qu'il n'est pas dans la panique. Hein, il est dans une confiance. Ah là, direct. Et ça m'a énormément aidé parce que si c'était agrippé, moi j'étais au bout de mes forces et puis il y a le froid aussi. C'est facile de raconter une histoire comme ça hein, quand on est bien au chaud dans un fauteuil, mais là l'eau était à 17,5, 18 degrés quoi. Et ça faisait au moins une demi-heure que j'étais dedans. Alors, vous arrivez sur la plage. Non, on arrive d'abord dans les vagues. On arrive dans les vagues, il faut passer le Il faut passer les vagues. Alors, on se trouve à combien de la plage? on était, je sais pas, 150-200 mètres et il fallait regagner les vagues. Et là, de l'effort de l'expérience avec les filles, je lui ai dit prends ta respiration, hein, parce que je savais qu'on allait être sous l'eau un bon bout de temps avec les vagues. Et donc, là, quand la vague est passée, j'ai essayé de le remonter le plus vite possible pour que lui puisse respirer, quoi. Hein. Et moi, j'ai vite pris de nouveau un peu d'air et la deuxième vague est arrivée. Et on a pu en faire 2-3 comme ça jusqu'à ce que, après, les gens du bord arrivent à notre rescousse une fois qu'on avait pied. Hein. Et pour que je perde pas conscience aussi, je me rappelle, tu m'as demandé mon prénom. Et du coup, bah moi directement, je t'ai demandé le tien aussi pour savoir qui m'avait sauvé la vie. Et c'était à quel moment ça? Pendant le trajet? C'était pendant le trajet, au moment où on allait atterrir, au moment où on allait avoir pied. D'accord. Juste avant qu'on ait pied. Vous vous rappelez que votre besoin à ce moment-là, c'est de connaître le prénom de celui qui vous a sauvé la vie? Vraiment, il fallait que je sache qui m'avait sauvé la vie. Et là, votre prénom c'est Jean-Lionel, mais vous dites pas Jean-Lionel? Non. C'est plus efficace. Lionel, c'est comme ça que mon épouse m'appelle et mes amis proches m'appellent aussi. Et puis, il se trouve que je me voyais mal dire Jean-Lionel alors qu'il était complètement dans les Parce vagues. que je veux comprendre ce que ça veut dire pour vous. C'est quoi? C'était trop sophistiqué pour la situation? Voilà. Et donc, les minutes qui suivent, pour l'un et pour l'autre, ça donne quoi? C'est-à-dire que vous êtes sur la plage, mais je ne réalise pas tout de suite tout ce qui vient de se passer. Bah déjà, on arrive sur le sable. Là, on reprend conscience qu'on est en vie, que c'est bon, on est sauvé. Voilà, c'est génial, quoi. Il n'y a pas d'autres mots. On peut pas vraiment décrire la situation. Et là vient le moment où on arrive sur la plage, on retrouve les amis, la famille aussi, vu que ma mère était là. Tout le monde est dans quel état à ce moment-là? Bah, tout le monde est heureux et en même temps choqué.
de ce qui vient de se passer. Moi, je m'allonge en étoile de mer sur le sol, en train de tousser. Et tout ça, c'est vraiment un moment plein d'émotions. Vous avez du sang-froid pendant tout ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a un moment où on s'effondre? Non, je m'effondre pas, mais par contre, rétrospectivement, après, je me suis dit, mais attends, parce qu'une fois qu'ils étaient sur la plage, j'aurais dû agir en tant que médecin, puisqu'il n'y avait pas de secouriste, il n'y a pas de médecin, m'assurer qu'ils n'étaient pas en œdème pulmonaire, m'assurer qu'ils respiraient correctement. Je vois que les secours ont été prévenus, hein, grâce au directeur du camping qui vient et qui a les secours au téléphone. Mais il faut remettre les choses à leur place. C'est que moi, à ce moment-là, je suis... Exténué. Voilà. Donc, on n'est plus tout aussi clair, hein, dans ces choses-là. Et donc vous retrouvez votre femme qui n'est au courant de rien? Oui, qui me dit c'est maintenant que tu arrives. Mais elle ne me l'a pas dit longtemps parce qu'elle a vu la tête que j'avais. Elle a compris qu'il s'était passé quelque chose. Et est-ce que vous craquez à ce moment-là? Oui. Je lui dis, oui, à ce moment-là, effectivement, je me lâche un peu, quoi. Hein. Oui. Les émotions montent à la surface parce que Goulven, j'étais pas sûr de le ramener. Hein, donc, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes pour lui. Hein, Mais on pourrait penser que parce que vous êtes médecin, c'est quelque chose auquel vous êtes habitué. Et pourtant, vous rejoignez effectivement la sensation, le témoignage de Béatrice. Nous, on n'a pas vécu cette situation. Qui est une sorte d'émotion très très forte après. Oui, et puis Goulven avait l'âge de mes enfants aussi. Hein, donc moi, j'agissais aussi en tant que père aussi. Hein. Alors, vous nous direz comment vous vous êtes revus après ça. Est-ce que c'est un sujet que vous évoquez ou pas du tout? Et puis je crois que vous étiez là, des moments importants, on va en parler dans un instant. Quand vous disiez, voilà, ça s'est passé sur un parking, il y a eu un arrêt cardiaque, j'ai fait ce que j'ai pu, il y a eu l'urgence, et puis à un moment donné, il y a une forme d'abandon, parce que d'un coup, c'est beaucoup d'émotions d'un coup, et puis plus rien. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des conséquences. Alors, j'ai même pas pris conscience de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mireille, du côté extraordinaire de mon action. J'en ai pas du tout conscience. Après, une fois que les secours sont partis, je remonte à mon travail. Vous arrivez à bosser? Non. Je suis dans un état où je me donne même pas le droit de pleurer. J'ai l'impression que je n'arrive pas à pleurer. J'entendais autour de moi... c'est très bien, tu as sauvé la vie d'un homme. Et moi, j'arrivais pas à cette conclusion-là, déjà. Et j'étais vraiment dans plein de questions. Est-ce que j'ai fait les choses dans le bon ordre? Est-ce que les décisions que j'ai prises étaient bonnes? Parce que c'était pas facile, même si ça a été fait dans la spontanéité, de se rendre compte de toutes les décisions que j'avais prises. Et donc, j'ai contacté un ami qui s'appelle Hervé, qui est... c'est la personne qui a formé mon fils au secours. Et donc, rétrospectivement, c'était important pour vous de le savoir? Ah oui. Parce que j'avais l'impression qu'en étant rassurée sur mon attitude et mes réflexes, je donnais encore plus de chance à Jean-Paul d'être sauvé. Voilà. Donc là, on est dans cette période où il est toujours dans le coma. Il est toujours dans le coma. La personne qui a formé votre fils, Oui, je l'appelle Hervé. Il décroche, il me dit « Béa, écoute, j'ai pas le temps. » Je lui dis « C'est Hervé, là, j'ai besoin de toi. » Je lui explique en 2 secondes. Là, il se rend compte que j'ai vraiment besoin de lui. Il arrête sa voiture et il me dit « Je t'écoute. » Et je lui explique toute l'histoire de A à Z, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, comment je suis intervenue, l'ordre des choses, etc. Et là, il me rassure. Et il me dit que tout ce que j'ai fait, c'est exactement ce qu'un secouriste digne de ce nom aurait fait. Mais après, j'ai quand même encore dans ma tête des images et cette obligation de résultat qui me hante un petit peu. Malgré le fait qu'il vous rassure? Oui. C'est quoi le sentiment? Le sentiment, c'est est-ce que j'ai respecté son intégrité pendant que je faisais le secours? Au moment où je dégrave les boutons de sa chemise, je me demande si j'ai le droit de le faire. Est-ce que j'ai le droit de le déshabiller devant tout le monde? Après, bien évidemment, l'urgence fait que je le fais. Voilà, les images de son corps qui se soulève au moment du choc. C'est des images qui sont restées très longtemps dans ma tête. Parce que vous aviez la sensation de lui faire du mal? J'avais peur de lui faire du mal. Alors après, j'ai été rassurée que s'il n'y avait pas eu besoin du choc, le défibrillateur n'aurait pas réagi. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir de très fortes angoisses et les tremblements sont arrivés derrière. Voilà. Et pour vous, c'était évidemment à cause de ce qui venait de se passer? Oui, alors j'ai été épuisée. Le lendemain, j'étais épuisée.
Je suis allée voir un médecin. J'avais très mal au dos, j'avais mal dans tout le corps. Voilà, je pense que c'est la conséquence de la décharge Émotionnel. émotionnelle de ce jour-là. Et le médecin, voilà, me prend en charge et je lui demande pourquoi je tremble. Et il m'a donné une image qui était très jolie en me disant que quand on tape sur une cloche, elle vibre et elle tremble. Et une cloche, quand voilà, elle subit un choc. Il me dit, ben, vous avez subi un choc et vous tremblez. Voilà. Mireille, c'est quelque chose que vous connaissez, ça? Ah oui, tout à fait. Et effectivement, il y a une tension psychique qui est tellement forte qu'il faut qu'elle se libère. Et on voit bien les filles, hein, vous êtes mises à courir. Il fallait que ça s'en aille dans le corps, quoi. Moi, j'ai bien aimé tout à l'heure quand vous avez dit que vous vouliez donner des chances. Et vous avez failli, me semble-t-il, dire donner du sens ou donner des sens. Et c'est tout à fait ça ce dont vous avez eu besoin en décrochant le téléphone. C'est qu'il fallait que pour sortir de ce chaos émotionnel, que déjà on commence par vous donner du sens. Hein, et c'est ce qu'a fait votre amie. Ça a été déjà très important. Mais ce n'était pas suffisant. Non. Elle n'était pas sûre d'être allée au bout. Vous, Lionel, bon, ça y est, vous étiez soulagé, ils allaient être pris en main, ils n'avaient pas si mauvaise mine que ça. Tandis que là, vous n'étiez pas sûr d'avoir rempli votre contrat. Alors, non seulement j'étais pas sûre d'avoir rempli mon contrat, mais j'étais même pas sûre d'avoir eu le droit de remplir ce contrat-là. C'est ça. Je me posais beaucoup de questions sur ma légitimité. Pour moi, dans mon esprit, même si je sais que c'est important d'être formé au premier secours, pour moi, tout ce que j'ai fait, ça relevait d'un médecin, d'un réanimateur, d'un pompier, d'un secouriste, mais pas forcément de quelqu'un comme moi. Et votre fils, il vous a dit quoi à quel moment après ça? Mon fils, il m'a dit qu'il était très fier et que tout ce que j'avais fait était très très bien. Voilà. Et pour qu'on comprenne votre émotion, c'est Oui. qu'à ce moment-là, vous êtes l'un et l'autre dans une situation très particulière, Oui. puisque il y a des êtres humains qui sont entre la vie et la mort. Oui. Vous avez le pouvoir d'agir sans savoir ce qui va se passer, mais en tout cas, vous faites votre part, vous faites votre maximum. Et vous avez été confronté dans votre vie à la question de la mort et notamment de l'impuissance. Oui, mes parents sont décédés tous les deux, très jeunes, à l'âge qu'a Jean-Paul aujourd'hui, à peine 60 ans. Et ils sont décédés tous les deux d'un cancer qui les a emportés en moins de 6 mois à 1 an d'intervalle. Et c'est vrai qu'au décès de mes parents, j'ai pris conscience que quand c'est fini, c'est fini. Et autant aujourd'hui, j'ai peut-être encore du mal à dire que je suis venue au secours de Jean-Paul, ou que j'ai secouru Jean-Paul, ou que je vais sauver la vie. C'est des mots que j'ai encore un peu du mal à dire. Par contre, je dis avec beaucoup de fierté que ces filles ne le pleurent pas. Et ça, c'est important pour moi. Jean-Paul, quand vous vous réveillez, quand vous rencontrez effectivement Béatrice, pour la première fois, vous connaissez son prénom, et donc c'est cette rencontre qui est importante parce qu'il y a beaucoup de pudeur entre vous. Oui. Exactement, énormément de pudeur, oui, c'est vrai. Oui. Et on a parlé de plein de choses, sauf de ce qui est arrivé. Moi, parce que j'étais encore dans une situation émotionnelle qui était importante, et je ne voulais surtout pas, parce que lui venait de subir à sa place des choses très dures aussi, d'être proche de la mort, et je ne voulais surtout pas lui en rajouter en se disant la personne qui est venue à mon secours vit des choses difficiles aujourd'hui. Je voulais absolument pas qu'il ressente quelconque culpabilité, bien au contraire. Donc voilà, beaucoup de pudeur. Donc vous cachez ce que vous êtes en train de vivre. Tout à fait. À quel moment vous réalisez finalement ce qui s'est passé? Quand Béatrice a pleuré devant moi, en partant de l'hôpital, moi j'étais extrêmement ému aussi, et il dit, mais voilà, ça c'est ma deuxième maman. Vous dites quand elle est partie. Quand elle m'a quitté, Oui, parti c'est de que... l'hôpital. Mais à quel moment il vous l'a dit? Il ne me l'a pas dit, moi je l'ai lu dans le journal. Voilà, exactement. Ouais. Oui, parce que Béatrice, c'est vrai qu'on se téléphone, on se voit, mais on ne parle pas de ça, pas du tout. On parle carrément d'autre chose, de la vie surtout. Et ça vous fait quoi justement d'entendre cette phrase-là? Parce que finalement vous êtes posé beaucoup de questions sur votre légitimité, si vous avez fait les bonnes choses. On sent encore une fois une exigence et une éthique extraordinaire. Mais finalement, quand Jean-Paul le résume comme ça en disant c'est ma deuxième maman, vous l'entendez? J'ai sauvé la vie à quelqu'un, oui. Cette pensée-là, j'ai sauvé la vie de quelqu'un, ça vous avez réalisé à quel moment?
Effectivement, je téléphone aussi au centre de secours l'après-midi et ils m'annoncent qu'ils n'ont pas dû être hospitalisés parce que finalement leur état de santé ne nécessitait pas l'hospitalisation et donc un soulagement à ce moment-là et aussi le grand plaisir de les rencontrer le soir parce qu'ils sont venus me rejoindre dans ma caravane. Pourquoi c'est important pour vous de le revoir dans d'autres circonstances? On avait besoin de savoir comment il avait réfléchi pour faire ça. Est-ce que c'était le besoin de comprendre? Est-ce que c'était le besoin... C'était la Moi, j'ai gratitude? surtout- Remercier, surtout. Oui, et puis moi, La gratitude. j'avais surtout Remercie. aussi besoin de dire à l'entourage, aux parents qui étaient Ouais. là et à l'entourage, qu'ils n'avaient pas fait de faute, qu'ils avaient été formidables. Parce que quand on entend 3 jeunes ou 4 jeunes qui manquent de se noyer, tout le monde pense immédiatement qu'ils ont fait des bêtises, qu'ils ont été imprudents. C'était pas le cas du tout. C'est pas Vous du l'avez tout, ce entendu? sont- Oui, Vous l'avez- ma mère. Je l'ai eu au téléphone dans le camion des pompiers et Elle vous a engueulé par elle m'a peur. engueulée par peur et j'étais obligée de donner le téléphone aux pompiers pour qu'il la calme. Là, c'est donc dans le feu de l'action, votre maman dit ça. Mm. Et dans le regard des autres, on se demande qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans cette situation? Ouais. Mm. Les personnes au camping ont rejeté la faute sur nous en disant qu'on avait été trop loin. Forcément, c'est des jeunes. Dans l'eau. Quoi. Donc c'est forcément de leur faute. Voilà. C'est Donc, c'était vraiment important. terrible. Voilà. C'est terrible d'entendre ça. Ouais. Ouais. Oui, vraiment. Ouais, c'est vrai. Mm. Bah, parce qu'on se dit que c'est pas de notre faute. Donc on veut leur expliquer, Mhm. qu'ils comprennent, mais certains comprennent pas. Et vous, Lionel, c'était important pour vous qu'il n'y ait pas cette culpabilité? Bah oui, évidemment, surtout par rapport aux parents, à l'entourage, et puis parce que c'était la réalité. Puis ça servait à rien d'en rajouter. Hein. Ouais. Ils avaient déjà eu la tête sous l'eau. Hein. Ouais. C'est pas à peine de. Voilà, Les tout enfants. à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et vous êtes d'accord, hein? Ah oui, oui, vraiment, vraiment. C'est l'instinct protecteur. Ouais. Vous avez vu? Et donc, du coup, là aussi, il y a un joli réflexe. On dit souvent qu'il faut remonter sur le cheval. Donc, on imagine le traumatisme pour les 3 jeunes qui sont là, face à la mer, face aux vagues, et on verra où ça en est aujourd'hui. Mais votre réflexe, c'est de leur proposer un cours de natation? Oui, ben oui. Et puis, le cours de natation, c'est ce qu'on va retenir parce que c'est plus spectaculaire, mais c'est aussi le fait de se revoir, de parler, de reverbaliser tout ça. Il n'y avait pas de psychologue sur place, donc il fallait aussi que je joue un petit peu ce rôle professionnel de la parole. La parole, c'est ce qui sauve. Ça fait beaucoup. Voilà. Et pour eux, pour moi, de pouvoir en reparler tranquillement, d'apaiser les choses, de dire les choses, et puis après de remettre en situation. Hein. C'est pour ça qu'on a été sur la plage et qu'on a été de nouveau nager ensemble. C'est-à-dire de retrouver la sensation d'être dans l'eau sans danger. Oui, puis de s'exposer à nouveau pour peu à peu. Et là, ils ne craignaient rien, ils avaient leur sauveur avec eux. Alors, Mais ils en pouvaient y cas de retourner, traumatisme, quoi. vous dites exposé, c'est-à-dire on se retrouve dans la même situation, Voilà. parce que sinon ça peut durer très longtemps. Voilà. Est-ce que vous avez été en mesure tous les 3 à nouveau de nager, ou est-ce qu'il y en a... Moi, non. J'y suis pas retournée. J'étais encore sous le choc et j'avais pas envie de me remettre dans le danger immédiatement déjà. Et aujourd'hui, c'est totalement passé, ou il y a encore une appréhension? J'ai encore une appréhension d'aller dans l'eau. J'y vais pas quand il y a des vagues. Rien que le bruit de la mousse des vagues et le claquement des vagues, ça m'effraie. Mm. Du coup, j'y retourne pas. J'y vais à la limite des genoux, où j'y vais vraiment quand Goulven et Céline sont là. Et là aussi, c'est parce que en fait, quand il y a un traumatisme, là on parle effectivement, ça peut être une odeur, ça peut être un bruit qui va rappeler la fameuse charge émotionnelle négative. Ah oui, tout à C'est fait. le principe Ça du peut être traumatisme. le bruit des vagues à la télé, par exemple, hein, chez certains. Tout ce qui va être rattaché émotionnellement peut provoquer des réactions physiologiques dans le souvenir. C'est comme si le souvenir n'était pas traité comme un souvenir, mais comme quelque chose qui est toujours là, toujours présent. Et donc là, pour l'instant, vous rentrez jusqu'au genou, et puis dans quelques temps, vous arriverez à mi-cuisse, et puis vous irez jusqu'à la taille, et puis voilà. Mais il faut faire les choses comme vous sentez, peu à peu, ne pas vous brusquer. Ça suffit là. Hein, J'ai déjà réussi à monter jusque-là, Voilà, mais oui. dans une plage artificielle, sans vagues, sans bruit. Voilà, donc c'est progressif. Alors il y a eu ce moment que vous avez vécu ensemble, Oui. et donc qui peut m'expliquer de quoi il s'agit? C'est la remise de médaille pour Lionel. Donc c'est formidable. Ça s'est passé 1 an après. Et on était très fiers pour lui, pour sa famille, et puis même pour nous. Enfin, ça nous faisait plaisir. Et donc c'est une situation bizarre parce que vous, depuis que vous faites médecin, vous avez l'habitude d'être dans l'aide, dans l'altruisme finalement, et là on vous récompense.
Oui, c'est formidable. Moi, je ne me voyais pas du tout avec une médaille. Mais dès l'instant où on m'a remis une médaille, pour moi, c'était la reconnaissance de la société. Donc au fond, ce qui est formidable, c'est pas que vous receviez une médaille. Ce qui est formidable, c'est que la société célèbre des gens qui prennent soin des autres. Oui. C'est l'acte, en fait. Alors, cette médaille, ce n'est pas la Légion d'honneur, et je suis très content de l'avoir. C'est la médaille du courage et du dévouement. C'est magnifique. Mais parce que ça a du sens pour vous, d'abord Oui, par votre métier, du sens, et puis on a dit que votre père était sauveteur en mer, donc là aussi, c'est des valeurs familiales. Oui. Est-ce que cette valeur vous a été transmise? Bah, quelque part, oui, parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon. Et on a besoin de se tourner vers les autres aussi, d'aider les autres de manière simple. Donc moi, par exemple, maintenant, je suis membre à la Croix-Rouge de Guingamp, dans ma ville. Parce qu'on aide les autres quelque part, malgré le fait que ce soit tout simple. Mais c'est quelque chose... on est fiers de faire ça aussi. Lionel, ça vous fait quoi d'entendre ça? Ah, moi, ça me touche énormément, évidemment. Ça, c'est... De savoir que votre acte a eu aussi cette Mais conséquence. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous étiez à l'anniversaire des 18 ans de Maud. Moi. Oui. Sans lui, j'aurais pas pu les fêter. Du coup, Si vous n'aviez pas croisé sa route, voilà. vous n'auriez pas fêté Non. vos 18 ans. Vous avez vraiment cette sensation-là? Oui. Mhm. Parce que dans l'eau, je me sentais tellement faible que je pouvais me laisser tomber d'un seul coup. Et du coup, j'ai pensé à Lionel, je l'ai contacté et il m'a dit je viendrai. Et du coup, ça m'a fait super plaisir. Je pensais pas qu'il allait faire tout ce trajet pour mon anniversaire. Et il l'a fait, du coup, ça m'a énormément touchée et ça me touche encore aujourd'hui. Et... Pour vous, il n'était pas question de refuser l'invitation. Le SMS était assez éloquent. Elle écrit dans le SMS je vais fêter mes 18 ans, sans toi, je ne les aurais jamais fêtés. Est-ce que tu peux venir? Et mon épouse me dit tu y vas. Tu vas pas nager, mais là, tu y vas. Voilà. Vous l'avez écouté. Oui. Et dans votre cas, vous avez choisi finalement de mener un combat. Et le combat, c'est quoi, tous les deux? Mais ce combat, oui, Béatrice m'a sauvé la vie grâce à un défibrillateur. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était avant. Laurent, donc, qui était là, qui m'a cassé les côtes, a changé de métier depuis. Il est formateur, je peux peut-être le dire, à DSL, c'est le domaine skiable de France. Et juste avant l'hiver, il a formé plus de 200 pisteurs secouristes, qu'on voit dans les pistes en montagne, Ouais. à l'utilisation, comment utiliser un défibrillateur. Mais le message que nous tous, Laurent, Béatrice et moi-même, on voudrait faire passer, c'est faire prendre conscience quand même au pouvoir public d'une action qu'il faut mener. Déjà, peut-être créer plus de défibrillateurs, qu'ils soient peut-être un peu mieux indiqués, parce qu'on ne sait pas où les trouver, en même temps, c'est pas si évident que ça. Et puis surtout, former les personnes. Qu'on sache s'en servir. Une formation, savoir s'en servir. Oui, c'est ça le message à faire passer, c'est vraiment celui-ci, c'est que prendre conscience, les pouvoirs publics c'est une chose, mais aussi individuellement, de se dire, ça peut être intéressant et ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vrai que moi j'entends beaucoup autour de moi des gens qui me disent, moi je suis formée, mais je suis même pas certaine que j'aurais pu y aller. Donc se former, se recycler, en tout cas s'intéresser à cela. Mais après, même les entreprises privées individuellement, je ne sais pas, une rue commerçante pourrait décider de faire du cofinancement pour l'achat d'un défibrillateur et on saurait qu'à l'entrée de cette rue, il y a un défibrillateur. Ne pas toujours attendre non plus que l'autre agisse pour soi. En tout cas, tout ça donne du sens. Effectivement, le fait d'être dans la transmission maintenant à ce que vous avez vécu et traversé. C'est vrai qu'en vous écoutant, je vais me retourner vers Mireille, on sent des émotions très fortes et puis surtout des relations qui sont de la gratitude ou de l'altruisme. Tout à fait. Et moi, en vous écoutant, tout à l'heure, je me disais aussi, dans les Écritures, il y a une phrase qui dit quelque chose du genre sauver une vie, c'est sauver le monde entier. Et je me disais, mais c'est ça, parce qu'ils ont sauvé 1 ou 3 vies, mais eux, à leur tour, ils vont. Et de la même façon que votre père, il a sauvé des vies, et vous continuez. Et vous, votre fils, etc. Et on voit bien combien chacun, avec sa petite pierre, qui n'était pas si petite que ça pour vous, ça va faire boule de neige. Et ça, je trouve ça prodigieux. Alors c'est prodigieux, c'est le monde dans lequel on aimerait vivre. Parce que c'est ça que vous nous racontez, c'est la raison de votre présence ici, si j'ai bien compris. C'est de dire, voilà, un monde où on se tend la main,
un monde où il y a plus de fraternité. Et en fond, on se demande tous si on est capable d'agir comme vous. Bon, parce qu'on peut se poser la question. On ne sait pas à l'avance si on a peut du pas sang-froid. savoir d'avance. On ne peut pas savoir d'avance. Je crois que là, on voit dans ces situations que quand même, vous avez agi spontanément, mais en même temps, ça travaillait. C'est-à-dire que vous pensiez à ce que vous aviez appris de votre père et à l'école, et puis vous révisiez aussi ce que vous saviez. Bon. Donc, on n'était pas uniquement dans la décharge motrice. Mais parfois, oui, on va agir d'une façon tout à fait irréfléchie, et ça peut se passer bien ou pas bien. Et alors, ce qu'il faut aussi, c'est, on parle finalement, parce que c'est plus un tabou pour personne, de vie ou de mort, donc c'est très existentiel. Et puis alors, il y a un autre mystère, et je veux savoir si ça vous habite les uns les autres, c'est cette histoire de coïncidence. C'est-à-dire que, voilà, ils sont allés nager, vous ne deviez pas aller nager ce jour-là, vous êtes allés à ce moment précis, vous auriez pu y aller une demi-heure avant, une demi-heure après. C'est quelque chose qui vous a habité, cette histoire de coïncidence? Écoutez, le reporter alsacien qui a écrit sur cet événement, il a nommé son article « Le hasard ou la providence ?» point d'interrogation. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est de la providence? Après, chacun interprète comme il veut, mais disons que si c'est du hasard, c'est vraiment statistiquement, il y avait probabilité très faible. Très très faible. Alors on a parlé d'ange gardien, on a parlé de tout cela. Ce qui compte, c'est la vie. On va dire que la vie était au rendez-vous. Voilà. Et en ce qui vous concerne, vous vous êtes posé la question aussi? Oui, pareil, parce que ça a été un ensemble d'événements. Ça a été une vraie chaîne, en fait. Laurent, qui est monté à la mission locale me chercher, il aurait pu aller dans une autre structure. Vous qui aviez raconté l'anecdote de la petite fille. Moi qui avais raconté l'anecdote de la veille. La structure qui était ouverte, qui avait un défibrillateur, il était 12:10, à 10 minutes près, c'était fermé. Voilà, ma collègue qui vient me chercher moi. Enfin, ça a été une chaîne extraordinaire. Et votre fils qui va se former à ça? Et mon fils qui est infirmier aussi. Enfin, voilà, c'est... Un scénario extraordinaire avec des coïncidences. Mais c'est merveilleux, quoi. Donc c'est le destin mélangé à la providence, et peut-être au hasard aussi, on ne sait pas. Donc ça donne quoi, la conclusion? La morale de l'histoire? La vie est belle. La vie est trop belle. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Du coup, ça c'est sûr. Alors, c'est vrai que vous avez sauvé des vies. Je voudrais vous montrer un reportage qui devrait vous intéresser, parce que ce sont finalement des héros du quotidien, des personnes qui ont décidé aussi de tendre la main, parce que c'est de ça qu'on parle au fond, et qui sont un peu des anges gardiens. Ils ont créé une association qui s'appelle Voisins Malins, et ils viennent en aide dans des quartiers en difficulté à des gens qui vivent dans un monde où finalement le lien social s'est un petit peu rompu. Alors, regardez ce reportage, on en parle juste après. J'ai créé Voisins Malins après avoir travaillé dans les quartiers populaires pendant une quinzaine d'années. Les voisins malins sont des gens incroyables qui ont une énergie, une confiance dans l'avenir, une combativité. Il faut du courage pour aller frapper à la porte de quelqu'un le soir. Et puis vous allez frapper à la porte de quelqu'un qui ne vous a rien demandé pour lui parler d'un sujet qu'il ne connaît pas. Vous le dérangez. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est l'association Voisins Malins. C'est un message qui est destiné aux femmes. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me dire arrêtez. D'accord. Votre fils, il a quel âge? 8 ans. Il a 8 ans. Quand il avait 7 ans, vous avez reçu pour les dents. Oui. Pour la visite des dents. Oui, exactement. Donc c'est le même concept. Ils vont vous envoyer un papier pour vous, madame, pour la mammographie. Ça réduit aussi le risque de cancer de sein. Au début de Voisins Malins, on regardait bizarrement, on disait mais de quel droit vous allez parler aux gens de tous ces sujets? Vous n'êtes pas médecin, comme tu dis, vous n'êtes pas travailleur social. Et en fait, précisément, c'est parce qu'on est des gens comme tout le monde qu'on peut engager la conversation sur ces sujets compliqués et convaincre les gens qui peuvent aller voir tous ces experts. Mais on est juste des passeurs. Enfin, on n'est pas des assistantes sociales, certes, mais on propose aux gens de les accompagner. Et très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Le voisin malin touche entre 100 et 200 euros par mois. Il travaille 3-4 heures par semaine. Et le fait d'avoir une utilité pour les autres est énorme. C'est leur principale gratification. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est l'association Voisins Malins. On travaille en collaboration avec la DMC, l'association de dépistage de maladies cancéreuses.
notre ambition, c'est que les gens puissent se sentir en confiance pour s'exprimer, se sentir écoutés. Il y a 3 mois, là, je viens de perdre ma grande sœur sur la même maladie. Sur la même maladie. Sur la même maladie, D'accord. cancer des seins. D'accord. Donc je peux... cela m'intéresse aussi. D'accord. Donc, je vais vous montrer sur le papier ici. Ici, c'est une radio. Là, il y a un tout petit bouton qui est blanc, juste là. Oui, blanc là. Ça veut dire que le cancer, il a déjà 7 ans. 7 ans 7 ans. Regardez, c'est le tout petit bouton qui est là. Le petit blanc. Et toi, tu as le sentiment que cette visite, qui peut durer 20 minutes, Ça facilite la tâche en fait à la personne. Voilà. Ce qui se passe, c'est que nous, on va avec une information quelconque, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer de sein, que ce soit le médiathèque. Mais quand tu toques chez la personne, tu trouves autre sujet. La dame, elle reçoit tout ce que tu donnes, l'information, mais elle a besoin d'autre chose. On trouve que des gens qui ont besoin de parler. Nous, on pose les papiers de côté et on écoute. Ça, ne serait-ce que ça, ils peuvent pas le trouver n'importe où. Et vous les avez invités aussi au cinéma. Le cinéma. Alors, raconte le cinéma. On était contents parce qu'on avait combien de personnes on a pu déplacer. Il y a les gens qui nous disaient que certaines personnes ils n'ont jamais mis les pieds au cinéma. Et on se dit, waouh, quand même. Ces quelques heures qu'on vit ensemble dans Voisins Malins ont un impact considérable dans la vie des gens. Et des voisins malins qui disent, j'ai trouvé mon identité en devenant voisin malin. Et ça, je trouve que pour moi, c'est la meilleure reconnaissance que je puisse avoir de ce qu'on fait. Merci beaucoup. Ok, c'est gentil, madame. Je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais vous demander vos réactions dans un instant. Je vous signale juste que pendant le reportage sont apparus mes camarades Brigitte, Émilie et mon camarade Martin. Spontanément, Béatrice, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça ? Alors, quand je vois ça, ça me rappelle tout à fait mon travail actuel et je me rends compte que l'accès aux soins n'est pas si facile que ça pour tout le monde. Votre travail actuel, on rappelle ce que c'est ? Je travaille à la mission locale jeune d'Albertville. On s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans. En difficulté ? En difficulté ou pas. Certains le sont, certains ne le sont pas. Mais on a aussi une spécificité d'accompagnement sur de la santé et notamment sur l'accès aux soins. Donc c'est un sujet que je connais quand même bien. Et on se rend compte par le reportage aussi, dans les quartiers, ce que nous on appelle les quartiers populaires, effectivement, que l'accès aux soins et au dépistage n'est pas si facile que ça, même si on pense que ça l'est. Et donc il y a les professionnels d'un côté, et le fait que les citoyens eux-mêmes décident de prendre les choses à bras le corps et deviennent des managers, comme on dit, pour aller taper aux portes le soir. Ouais. Alors je trouve que c'est exceptionnel parce qu'effectivement les gens sont souvent un peu isolés chez eux, ne franchissent pas le pas d'aller voir les institutions compétentes et du coup c'est bien d'aller chez eux les chercher pour les informer. Jean-Paul, quand vous voyez cette solidarité qui s'exprime, qu'est-ce que vous ressentez ? Je pense que ce que tout le monde devrait ressentir, c'est tendre la main pour donner un peu de bonheur. Moi, on m'a redonné la vie, je reviens toujours sur la même chose. Allez-y, vous pouvez, c'est pas banal. Mais oui, c'est pas banal. Mais effectivement, c'est donner que tout le monde se sente écouté, peut-être, et surtout rassuré et aimé. Lionel, je regardais ému en regardant ces images. Oui, c'est des gens merveilleux. Enfin, moi, je suis complètement bouleversé. Ils mériteraient tous la médaille du courage et du dévouement. C'est chouette. C'est un monde dans lequel vous voulez vivre. Où j'aimerais vivre, parce que on peut être vite coupé aussi de cela, parce qu'il suffit de se mettre dans sa petite bulle. Moi, je suis le docteur, etc. Et on ne se rend pas compte de ce qui se passe tout autour. Il faut rester proche et solidaire des gens. Et ça, c'est vraiment... moi, ça m'émeut beaucoup. Vous êtes à la Croix-Rouge maintenant, ça vous parle, ça ? Ouais, ça me parle un peu parce que là, c'est différent, parce que c'est eux qui vont vers les personnes. Alors que moi, ce que je fais, c'est des maraudes. Donc, c'est les gens qui viennent vers nous, mais ils s'expriment. Donc, on les écoute et en même temps, on leur parle. Donc, on leur donne un peu de bonheur en les écoutant, en leur parlant et tout ça. Ça leur fait plaisir et tout le monde est content. Donc, Émilie, oui. On avait rencontré cette femme quand on s'est rencontrés. Exactement. Anne, c'est ça ? Exactement. Et donc, après, cette qui fait partie du réseau Ashoka.
le grand réseau d'entrepreneurs sociaux en France, qui est d'ailleurs la 17e ONG au monde, donc c'est un réseau mondial. Donc Anne fait partie de cette association. Son travail a été reconnu d'utilité publique et sociale. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a près de 5 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans les quartiers populaires. Et il y a 1300 quartiers qui ont été déclarés prioritaires par le ministère de la Ville. Ce sont ces quartiers-là dans lesquels Anne Charpy intervient avec son association. Pour comprendre comment ça fonctionne, il y a des institutions, des mutuelles, des bailleurs sociaux, des opérateurs télécoms ou des opérateurs d'énergie qui ont besoin de faire passer des messages. Ils contactent Voisins Malins qui réalise une enquête ou a une mission pour communiquer une information auprès des habitants d'un quartier. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, ils ont organisé dans tous ces quartiers une mission de communication autour de l'eau potable. Un tiers des habitants de ces quartiers ne savaient pas que l'eau du robinet est potable en France. Donc, ils allaient au supermarché et ils achetaient leur bouteille d'eau minérale sans savoir que l'eau est potable. Et c'est très drôle parce qu'un jour, Anne Charpy s'est rendue dans un de ces quartiers pour rencontrer la population. Et il y a un petit garçon qui, quand il a vu Anne Charpy, a dit « Oh, c'est la dame qui a rendu l'eau potable du robinet, elle est magique. » Donc c'est vraiment une anecdote voilà, saisissante. Est-ce que tout le monde peut l'être? Il y a un profil particulier? Là où c'est intelligent, c'est que elle va simplement mandater en fait, des habitants du quartier qui vont aller à la rencontre des autres habitants pour leur parler de sujets du quotidien. Et dans ces quartiers, en fait, il y a environ 70 voisins malins qui sont en CDI de 15 heures par mois, donc ils sont rémunérés environ 150 €, eh bien, ils sont chapeautés par des managers. Il y a en tout 8 managers, et ces managers, en fait, ça pourrait être vous ou moi. Ces managers sont extérieurs à la vie du quartier et sont en fait formés pour former d'ailleurs les voisins malins qui vont ensuite aller colporter la bonne nouvelle ou la bonne pratique. Parce qu'il faut quand même voir qu'ils ne sont pas recrutés n'importe comment. Il faut quand même faire attention à ce que ce soit des personnes qui soient dignes de confiance, qui soient relativement neutres, qui ne fassent pas de prosélytisme ni politique, ni religieux, qui soient complètement discrets, puisqu'ils rentrent quand même dans l'intimité des gens. Donc vous avez un échange un peu intime, vous n'avez pas envie que tout votre quartier soit au courant. Donc ils sont vraiment recrutés avec beaucoup de précautions. Et surtout, je voulais dire qu'à 70%, ce sont des femmes. Donc des voisines malines. Donc ce sont des voisines malines. Pourquoi c'est important? Parce que souvent ces femmes, elles ne travaillent pas, elles gardent les enfants ou elles n'ont pas de formation. Et c'est un moyen pour elles en fait de s'émanciper. Et grâce à ça, on va créer des vocations. Il y en a même certaines d'entre elles qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, et je pense notamment à l'une d'entre elles dont Anne m'a parlé, qui a lancé par exemple son salon de coiffure à domicile. Et donc aujourd'hui, elle coiffe toutes les femmes et les enfants de son quartier. Ces voisines malines, elles vont au contact des gens qui peuvent être défavorisés. Du coup, elles viennent transmettre une information. L'une d'entre elles disait qu'elle recevait aussi des requêtes de la part des habitants, des familles. Qu'est-ce qu'elles en font du coup de ces requêtes? Elles relaient au service? Est-ce qu'elles ont la possibilité de parler à quelqu'un justement? Parce que c'est pas très simple quand même d'aller au cœur des familles, de recevoir peut-être cette misère sociale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour elles? Alors surtout, ce sont tous des habitants du quartier, donc généralement les situations sociales sont quand même relativement similaires. Ce qui est intéressant, c'est que comme il y a des réunions d'équipe entre eux, ils peuvent effectivement échanger sur les difficultés, les problématiques ou les mini-traumatismes d'ailleurs qu'ils peuvent avoir quand ils reçoivent une information un peu lourde à porter. Et plus concrètement sur le terrain, sur des informations techniques, quand vous êtes mandaté par exemple, disons par un opérateur énergétique. Eh bien, s'il y a un problème justement d'électricité au sein du logement, le voisin malin peut faire remonter cette information à l'opérateur qui va ensuite intervenir en relation directe avec les bailleurs sociaux. Et donc, on peut les retrouver sur le site de Mille et une vies, si on a envie de devenir voisin malin, voisine maline, ou manager, on l'a dit. Donc, on encourage ce genre d'initiative, en tout cas. Donc, regardez Brigitte, elle sait que c'est elle. Avant de s'étouffer. On va demander à Mireille, la psychologue, c'est fait exprès, non? À chaque fois qu'elle va prendre Je vais faire comme elle. Allez, tous donc, Brigitte, on parle effectivement de ceux qui tendent la main, puisqu'on l'a dit, Lionel et Béatrice sont des héros, mais tendre la main, on peut le faire de 1000 manières. Et là, tu te donnes dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, il y a des Bretons ici, je crois. Et donc, il y en a combien de Bretons? Il y en a 3 Trois Bretons. Voilà, alors moi, je vais vous parler c'est l'histoire d'une petite mamie
et de Et quand son tu dis abribus. une formule petite mamie où elle est vraiment petite, je me rends pas compte. Là voilà. Je ne sais pas trop si elle est petite. Elle n'est pas très grande. Si Mais en vous tout allez cas, voir elle est tout à l'heure. mignonne. Pour toi, petite, ça veut dire mignonne. Oui, bien D'accord. sûr. Alors donc, cette petite mamie, elle s'appelle Thérèse. Alors je vérifie, hein, parce que les Bretons, vous avez des noms compliqués. Hein. Cornanguer. Et elle a 80 ans. C'est une ex-agricultrice. Elle avait, avec son mari Jean-Claude, ils avaient une ferme laitière. Et puis, donc elle habite dans les Côtes-d'Armor. Alors, je vais vous dire le nom aussi, alors là, c'est encore pire. Kerdy-Voilanette, c'est ça? Vous connaissez? Oui. C'est vrai? Bah, c'est à côté de chez moi, c'est à 10 minutes de chez Oh, moi. comment on dit? Comment on dit? Cardy-Voilanette. Cardy. Ouais, non, mais ça se dit comme ça. Voilà. C'est à côté de Loirgat. Et alors, dans cette petite grand-mère, donc, elle avait une ferme. Et malheureusement pour elle, premier malheur, son mari décède il y a 9 ans. Donc, elle se retrouve toute seule dans sa ferme. C'est pas très gai. Et puis, 3 ans plus tard, une petite fille se fait renverser par une voiture à l'arrêt du bus scolaire à 150 mètres de chez Thérèse. Et là, Thérèse se dit, non, c'est pas possible. Cet arrêt de bus est mal placé. Alors, je vais quand même vous montrer l'arrêt de bus. Le voilà. Voilà l'arrêt de bus. C'est quand même un peu gratiné, quoi. C'est pas très terrible. Eh bien, si vous saviez le mal que Thérèse a eu pour faire déplacer cet arrêt de bus, elle voulait que ce soit en face de chez elle. Parce qu'en face de chez elle, c'est sans danger. Et elle s'est battue, mais elle s'est battue comme une lionne. Elle a eu des tas de difficultés. Personne ne voulait lui donner d'autorisation officielle de déplacer cet abribus. Elle est allée presque jusqu'au Sénat, hein, parce qu'elle est têtue. On dit que les Bretons sont têtus. Les Est-ce que c'est Bretons vrai? sont têtus. Ah, voilà. C'est pas une légende. Non. Et donc, cette petite... elle réussit son coup. Elle arrive à ce qu'on installe l'abribus à côté de chez elle. Et son objectif, c'était quoi? Alors, son objectif, elle est devenue l'ange gardien des petits-enfants de sa région. Alors, comment? Bah, tout simplement, on peut voir peut-être le Oui, petit il y a film, des s'il te plaît, images. Frédéric? Donc tous les matins, quoi. Voilà, alors là, ils reviennent de l'école. Mais déjà, le matin, elle les a reçus chez elle. Je vais vous le dire après, tant pis. Voilà ma Thérèse. Il trottine, vous allez voir la pauvrette, elle trottine un peu derrière, et ils sont pas très charitables, ils l'attendent pas. Et les enfants s'installent chez elle et ils prennent leur Elle fait des crêpes, elle fait goûter. Leur goûter, Oui, leur elle leur fait un petit-déj. super goûter. Royal. Et voilà, et là, ils lui racontent leur journée, et ils leur racontent ce qu'ils ont génial. fait, ils parlent de leurs profs, de leurs cours. Et après, les voilà, ils font leurs devoirs et ils surveillent Thérèse. Et Et c'est incroyable, c'est pour ça qu'elle voulait déplacer l'abribus. Oui. Pour prendre soin d'eux. pour prendre soin d'eux. Et puis alors, elle s'est rendue compte que du coup, c'est génial pour elle, parce que elle se lève quand même à 7 h du matin, ils arrivent avant 8 h, hein, les petits. Et elle en a 5. Ça va de la 6e au lycée, jusqu'au lycée. Donc, ils les gardent 4 ans. Et tous les jours, donc, ils viennent. Et c'est génial parce que ça lui tient compagnie. Elle se rend compte que tout le bénéfice qu'il y a pour elle, quand même. Et ils sont adorables, ils lui racontent leur vie, ils sont tout mignons eux-mêmes. C'est un échange formidable entre eux. Son fils m'a même dit... elle accueille tout le temps du monde et il faut presque prendre rendez-vous avec elle pour la voir tout seul. Parce qu'elle est infernale, Thérèse, et puis elle attire le monde. Et elle le fait de manière bénévole, en fait. Hein. Elle le fait, oui, bien sûr. Et les parents sont ravis parce que c'est hyper rassurant pour eux. Parce Elle que... n'a pas fait tout ça pour vendre des crêpes. Ah non, elle leur donne des crêpes. Mais Et bon, là, je découvre que tu as un Thérèse mauvais dépasse esprit, tu as un mauvais esprit. Elle est généreuse, ma Thérèse. En Bretagne, on est généreux, n'est-ce pas? Et donc, elle est... On donnerait sa chemise. généreux. Et donc ce qu'il y a, c'est que c'est rassurant aussi pour les parents parce qu'ils la connaissent, ils deviennent amis. Et en plus, le soir, s'ils sont en retard, Thérèse, elle ne va pas les mettre dehors, je vous assure. Hein. Elle va les garder chez elle jusqu'à ce que les parents arrivent. Donc, ils ont fait leur devoir, tout est parfait. Bon, réaction, comme ça, un être humain qui finalement décide de créer dans son monde à elle, va se battre pour faire venir un abribus, on dirait un film de Ken Loach. On dirait un film anglais. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Non, mais c'est vrai. Ah bah moi, je trouve que si tout le monde faisait ça, c'est extraordinaire, le monde. Elle est inspirante, Thérèse. Ah oui. Elle est formidable. Puis elle reste jeune comme ça. Parce qu'elle fréquente des jeunes, moi je vois ce que c'est. Tout le monde est gagnant, Béatrice. J'ai un Bonne idée. Martin à côté. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que c'est pas aussi le fait de ne pas se retrouver toute seule? Bien sûr aussi. Bien sûr. Elle est heureuse. Mais ça rend service à tout le monde. Elle transmet son amour à tout le monde. Exactement. Il la considère comme leur mamie. Ouais. Et il la surnomme Néné. Parce que c'est le surnom que ses petits-enfants lui donnent. Tout le monde l'appelle Néné. C'est leur petite grand-mère supplémentaire. D'accord. Et toi, Martin, Brigitte, c'est un peu ta grand-mère.
Comment tu l'appelles? Non, il dit que je suis ça, comme sa maman. T'es méchant, toi, dis Pardon, donc. pardon. Mais ta maman est un peu plus jeune que moi. T'as quel âge? Non. On ne demande pas, mais qu'est-ce que c'est Martin? T'as quel âge, Martin? J'ai 21 ans. Voilà. Bon, bah, à Oui, partir ça, de 22, pourrait tu être t'arrêtes. ça, c'est sûr que ça pourrait être mon petit-fils. Voilà. Oui, bah oui, c'est à mi-temps de temps en Ton temps. petit-fils Tu prendrais des fessées, toi, parce que dis donc. Alors, Moi, même Martin, si c'est interdit. Je prends on parle de ceux qui tendent la main, de ceux qui viennent en aide. Et je le dis pour ceux qui sont là, qui ne te connaissent pas, Martin, lui, fait partie de ceux-là, puisqu'il a créé, notamment, j'aime le présenter comme ça, parce qu'il a une vraie légitimité pour parler de ça, un site qui s'appelle les Sans-A. Et je te laisse toujours dire de quoi il s'agit. Alors, c'est pour les sans-abri, sans amour, sans argent, sans amitié, mais toujours avec de l'histoire, de l'humour et de l'espoir. Et je tiens à l'annoncer, j'avais parlé de Jean-Claude la première fois que je suis venu. Et il savait en fait qu'on a... Il était SDF? Il était SDF rue de Meaux dans le 19e. On a fait une collecte de crowdfunding auprès de toute notre communauté. Financement participatif. Voilà, et on a récupéré 5 120 € en 3 jours. Et maintenant, il est dans un mobil-home dans le Grand Est avec une télé, des DVD et avec son chien. Et en fait, il est rayonnant, il se sent beaucoup mieux. Il a un Donc, toit. c'est l'effort de toute une communauté pour reloger une personne, quoi. Et ça fait très chaud au cœur. Bah, on te félicite. Et du coup, moi, je vais vous parler d'une application qui permet en fait d'aider les gens, d'aider les personnes dans le besoin. On s'est tous à un moment posé la question de comment on peut aider quelqu'un. On n'a pas le temps, on ne sait pas ce que la personne veut, on est un peu hésitant, on n'a pas trop envie de rentrer dans son cercle privé et de la déranger. Et alors, c'est une application qui s'appelle Bénévole at Home, donc bénévole à la maison, et qui propose de mettre en relation donc, des anges gardiens, donc ça peut être vous, vers des personnes en situation de précarité qui ont besoin de tout ça. Tu veux dire que les gens en situation de précarité ont un téléphone et une application? Oui, alors il ne faut pas croire que la fracture numérique est si présente que ça. Et justement, c'est un moyen pour eux aussi de rester connectés à la réalité et pouvoir demander de l'aide. Donc, si on est informé que cette application existe, on fait quoi? Alors, comment ça se passe? Voilà, donc quand on est un utilisateur, on se connecte sur leur site internet et on veut devenir ange gardien. Donc, on va demander à l'être et on va se connecter sur un formulaire qui va nous poser toutes les questions, type votre prénom, votre nom, et les besoins que vous pouvez apporter à la personne. Donc, par exemple, moi, j'ai coché nourriture, donc des pâtes, du riz, un café, prendre du temps avec la personne, lui apporter des besoins essentiels. Pardon, Brigitte. Elle croit t'aider, mais elle te déconcentre. J'adore. Excusez-moi, oui, je ne fais pas exprès. Donc, lui apporter des besoins essentiels, et c'est de la mise en relation en direct avec la personne dans le besoin. C'est quoi? C'est géolocalisé? Voilà, c'est complètement géolocalisé. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rentré ces informations-là, le site les reçoit, donc c'est complètement confidentiel, donc vos informations ne vont pas être dévoilées à la vue de tous. Et quand une personne est dans le besoin, il y a un numéro qui dit, voilà, une personne peut vous apporter ce besoin-là, ils ne se connaissent pas encore. Et la personne qui, elle, du coup, est dans le besoin, peut se connecter aussi et dire j'ai besoin de nourriture, de discuter avec vous, de prendre du temps, d'avoir un soutien moral. Donc par exemple, moi, j'ai un entretien d'embauche et j'ai besoin d'avoir un costume parce que j'en ai pas. Je peux me connecter sur le site en disant j'ai besoin d'un costume. Ça va être géolocalisé. C'est pour les personnes. Pour les personnes en situation de précarité. Les personnes en situation de précarité aussi peuvent ne pas avoir de vêtements pour pouvoir passer des entretiens d'embauche. Et je suis géolocalisée. Et à ça trouve la personne on m'envoie un qui est la message sur plus mon proche téléphone. dans le quartier. Donc là, par exemple, c'est toute la France. Et donc, on voit qu'il y a un maillage territorial qui est assez impressionnant. Et ça permet justement de se géolocaliser, de se connecter aux personnes en situation de précarité et aux personnes qui ont envie d'aider. Et donc, bon, tu vas nous dire si ça existe depuis longtemps et s'il y a déjà des résultats, mais comme ça, spontanément, vous saviez que ça existait, ce genre d'application? Du tout. Je trouve ça formidable. Ce qu'il faut, c'est être informé. Vous saviez que ça existait? Non plus. Et vous pourriez vous inscrire, par exemple, sur un site comme ça pour aider les autres? Voilà. Ah oui. Ouais. Et surtout qu'en plus, la personne justement qui a eu cette idée-là, c'est assez intéressant. C'est un entrepreneur, il vendait des gros logiciels à des grosses boîtes, donc il gagnait plein de sous. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que il avait besoin de donner du sens à sa vie et d'aider. Donc il s'appelle Grégory. C'est ce qui est juste incroyable, c'est qu'il s'est rendu compte en fait des chiffres de la précarité en France. Donc c'est 1 enfant sur 5 qui est sous le seuil de pauvreté et d'exclusion. Et il est très touché par ça parce qu'il a 2 enfants, 2 filles. Du coup, il s'est dit, faut que j'agisse. Et là, on peut aussi se poser la question, mais les anges gardiens, pourquoi ce nom? Oui, c'est ça, il a fait ce choix, pas par hasard, j'imagine. Non, pas du tout. Il a rencontré Léa, en fait, qui était une maman célibataire et dans le besoin. Et il l'a accompagnée, lui a apporté du lait maternel pour son enfant, lui a proposé de faire son CV, de l'accompagner.
Et à un moment, Léa lui a dit oh là là, Grégory, vous êtes mon ange gardien. Et du coup, il a décidé d'appliquer justement ce nom à ses bénévoles pour donner vraiment du sens. Donc il est français ? Oui. Et justement, il y a 600, à peu près 650 bénévoles qui sont répartis sur toute la France. Et là, on se dit, ceux qui ont un peu de temps devant eux, la journée, 2-3 heures pour réaliser des belles choses, je pense qu'on peut tous s'inscrire dessus et tous apporter notre aide. Donc c'est un endroit où on peut se rencontrer, mais pour aider, pour s'entraider, pour se tendre la main. Exactement. Non, mais surtout, Frédéric, toi, ce que tu dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que aider, prendre le temps d'aider, ça rend plus heureux. Donc là, c'est relativement facile. Et en plus, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est rendu facile grâce à la technologie. Et c'est rapide. Et en plus, c'est localement. Donc, vous participez en fait à améliorer la vie de votre environnement direct. Et ça, c'est vraiment chouette comme initiative. Bon, mais merci pour cette idée. Et c'est quelque chose qui ne passe pas par l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont bonne conscience parce qu'ils vont faire un chèque, ils reçoivent un papier dans leur boîte aux lettres, voilà. Et là, c'est un engagement différent parce que s'il y a le type qui veut son costume pour l'entretien d'embauche, le costume, il a appartenu à quelqu'un ou il appartient à quelqu'un. Et donc, le geste me semble différent. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Émilie, il y avait une dernière initiative. Oui, exactement. Alors, chaque semaine, on présente ici une personne candidate au prix Solidarité version Femina Europe 1. Et alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Catherine Martinez. Alors, Catherine est la fondatrice et aujourd'hui la présidente d'une association qui s'appelle Femmes dans la Cité. C'est une association aussi qui mise sur l'entraide, la main tendue et la solidarité. C'est une association qui a été créée en 1993, donc elle a presque quasiment 25 ans d'existence. Et cette association, elle a été créée à Berthe, à côté de la Seine-sur-Mer, donc dans la région PACA, dans le sud de la France. Et ce quartier était un quartier qui était sinistré par la fermeture du chantier naval. Et à ce moment-là, Catherine, elle s'est dit, comment est-ce que je vais faire pour aider les gens à recréer du lien, et particulièrement les femmes qui devaient faire face à la difficulté de voir leur mari qui venait de perdre leur emploi. Alors, elle a créé cette association pour permettre aux femmes de se rencontrer, de tisser des liens solides dans le quartier. Et donc, cette association organise des ateliers scolaires pour les enfants, où les femmes peuvent amener leurs enfants, des ateliers de cuisine, des ateliers aussi d'alphabétisation pour apprendre le français, puisque ce quartier a été beaucoup habité aussi par des familles qui venaient d'immigrer en France pour le chantier naval. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, ces 300 femmes ont créé des liens et l'association, petit à petit, est devenue un vecteur d'insertion sociale et a créé des vocations. Et alors, ça a donné naissance à 2 livres de cuisine et à un restaurant d'insertion qui a vu le jour dans la région en 2001 et un deuxième restaurant qui a vu le jour à Toulon. Donc vraiment, voilà, encore une fois, porté par le collectif, porté par le local et aussi porté par la force des femmes, on voit quand même qu'on peut faire bouger les lignes. C'est magnifique. Et donc, on signale effectivement Version Femina, c'est ce magazine hebdomadaire qui est notre partenaire et qui, depuis de nombreuses années déjà, met en avant, va célébrer des hommes ou des femmes qui sont solidaires et qui tendent la main. Merci les camarades. Merci à vous tous. Merci Mireille pour votre éclairage, votre regard. Merci d'être venu raconter cette rencontre. Merci à vous. Merci à vous, oui. Cette rencontre folle, puisque c'est vous qui l'avez dit, sinon je n'oserais même pas le dire. Elle vous a sauvé la vie. Oui. Sans elle, vous ne seriez pas là. Donc c'est un lien qui est indescriptible. Et merci de l'avoir décrit en dépit de cette pudeur que je trouve magnifique. Et puis merci à tous d'être venus parce qu'effectivement, j'avais l'impression d'assister à une scène de film, sauf que vous l'avez vécu. Et donc merci Lionel, parce que j'aime quand vous dites finalement, je prends cette médaille parce que ça veut dire que notre société, finalement, c'est pas vous qu'on récompense, c'est l'acte. Et donc c'est un symbole pour vous. Et avant de se quitter, Mireille, il y a une phrase qui vous plaît bien, je crois, sur ce sujet. Ah oui, une phrase qui dit, alors je ne sais pas qui l'a dit, le hasard, c'est Dieu qui veut rester incognito. On va retenir cette phrase. Merci beaucoup Mireille, merci à vous tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve très très bientôt sur France 2. Si vous aimez les belles rencontres, jeudi vous serez étonnés et touchés par les histoires de Sophia, Emeline et Margot. Toutes les 3 ont un point commun, elles sont devenues mères alors qu'elles n'étaient encore que des adolescentes. Une plongée brutale dans le monde des adultes. Margot et Kevin tombent amoureux à 16 ans. En pleine classe de première scientifique et promue à de belles études, la grossesse inattendue de Margot remet tout en question. À 16 ans, Sophia n'imagine pas qu'elle peut tomber enceinte. Elle arrête alors tout moyen de contraception.
Mais quelques semaines plus tard, au cours d'une prise de sang, sa vie va prendre une autre tournure. Emeline a découvert au bout de 4 mois qu'elle était enceinte. Elle avait 16 ans. Le délai légal d'interruption volontaire étant dépassé, c'est toute tremblante qu'elle annonce la nouvelle à son petit ami. Je dis bah faut que tu t'assoies, j'ai quelque chose à te dire. Mais elle dit ça, il était enceinte. J'ai dit oui, mais il n'y en a pas un, il y en a 2. J'ai dit quoi? Il m'a pas cru. Donc j'ai dû lui faire voir l'échographie. Et il m'a dit mais on fait comment? Moi j'avais vraiment très peur. À 16 ans, on s'imagine pas tomber enceinte, vraiment. Enfin, c'est un truc d'adulte. Je vais faire une prise de sang et elle me dit bah, écoutez mademoiselle, vous êtes enceinte, c'est voilà. Et je la regarde et un grand sourire. Je l'ai appelée et du coup je lui ai annoncé la catastrophe.